Voilà, donc pour nous chauffer, là, je nous invite à prendre quelques minutes juste pour revenir au concept d'attachement sur lequel on a travaillé le mois dernier, et je vous invite à dire les mots que vous associez au concept d'attachement, juste pour faire une petite révision, pour ensuite embarquer sur la distinction que je fais entre les deux, amour et attachement. Et donc, le résumé, c'est plus je ronronne, mieux je m'envole. Contrairement à ce qu'on nous a vendu, qu'il fallait que les enfants très tôt s'habituent à ne plus avoir la satisfaction de leurs besoins, ou la violence évidemment dont je parle un instant. Alors, à quoi est-ce que vous associez le mot attachement? Je dirais sécurité. Sécurité. Affection. Non. Alors, affection, ce serait le terme générique pour toutes ces formes de relations qui ont à voir avec admiration, gratitude, reconnaissance, amour et attachement. Donc ça, c'est le commun dénominateur. Qu'est-ce qui est spécifique? Lien. Le lien, présence, permanence, accompagnement. Voilà, les 3 P, c'est ça. C'est proximité, permanence et présence. Et présence, les 3. Un autre mot. Chaleur. Personne n'a encore dit le pot, la peau. Ah oui, La peau. La peau, l'odeur, la chaleur. Quoi d'autre encore? Les besoins? les besoins. Les besoins. Les bras. Les bras. Vibration. Vibration. Mais là, on va les trouver Le aussi regard. dans l'amour. Le regard. Mais ça, c'est aussi valable pour l'amour. Qu'est-ce qui est spécifique à l'attachement? L'inconditionnel. Oui. Oui. On peut trouver ça dans d'autres relations affectives. Le regard aussi. Non, on peut le trouver ailleurs. Bon, mais c'est l'objectif de notre temps de ce soir, justement, c'est de revenir à ce qui est spécifique à l'attachement, ce qui est spécifique à l'amour, et comment les distinguer, et comment ensuite les associer sans modération, les combiner, c'est-à-dire avoir plusieurs logiques pour être en relation avec quelqu'un. Ne pas les exclure, voilà, ce serait ça. Quels sont les mots que vous associez, même si je n'ai pas encore fait cette conférence, à amour? Fidélité. Oh. Avant, il y a J'ai François. maîtrise maîtresse. Non, avant, à l'attachement, la priorité à la relation, comme tu dis. Ça, c'est... Dans l'attachement. je crois. Non, parce que ça serait aussi dans d'autres relations affectives. Préférence. Moi, je Voilà. dirais Préférence. Élection. Passion. Vibration. Élection, Tendresse. vibration aussi. Vibration. Tendresse, on peut l'avoir dans d'autres aussi. Malheureusement, dépendance. Ça, c'est plus... Oui, c'est vrai. Il y a la place pour la dépendance et pour la manipulation, etc. Justement, c'est bien pour ça, mon sujet. Moi, j'ai dit vibration. Le désir. Vibration. Le désir. Le désir plus que le besoin, oui. Ah, Et c'est en fait c'est ça qui fait la différence entre Alliance, amour oui. et dépendance. C'est est-ce que j'ai le désir de l'autre ou le besoin de l'autre. Et c'est Mais en fait, on c'est est dans ça. les deux dans l'amour. On peut être les deux dans l'amour. Non, si je suis dans l'amour, si je suis dans le besoin de l'autre, je suis dans la dépendance. Ah oui, donc c'est ni mais tout ça, je vais amour ni attachement. Si, quand je parle d'attachement, je suis dans le besoin, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Quand je suis dans l'amour, je suis dans le désir. En priorité. dans le besoin et dépendance. Oui, si dans l'amour, je suis dans le besoin de l'autre, je suis dans la dépendance. Mais tout ça, je vais y revenir, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'amour? Alliance. Non, pas forcément. C'est révolution, révélation, c'est bouleversement. C'est quelque chose qui est, mais sans du dessous. C'est quelque chose qui va mettre du désordre. Donc, C'est si... incontrôlable pour moi. Moi, c'est nuit C'est- blanche. Incontrôlable. Ah, non, non, parce que là, tu frises avec la compulsion. Autre Je chose. dirais nuit blanche. Nuit blanche, oui. Très bien. Alors, donc je reviens bien à ce qui me semblait tout à fait important donc, dans le concept, ce qu'on a vu la dernière fois sur le concept d'attachement, c'est donc pulsion primaire pour la proximité qui permet sécurité et qui permet aussi permanence et légitimité à exister. On voit bien que dans ce cas, ce que je n'ai pas encore dit mais ce que je vais reprendre, c'est que c'est le contraire de l'injonction n'existe pas. Hein, nous savons que c'est quelque chose qui reste dans le fond du pot. Hein, cette injonction n'existe pas, qui apparaît dans des quantités de comportements des grandes personnes quand nous sommes enfants. Et justement, l'attachement, c'est ce qui va soigner ça, qui va être du contrepoison et qui va permettre la construction et de la légitimité et surtout de l'estime de soi. Hein, alors que ça n'a rien à voir ça avec l'amour, contrairement à ce qu'on a pensé. Donc,
c'est cette sécurité qui est nécessaire à l'envol, comme je l'ai écrit là, et surtout, ce sur quoi j'ai insisté aussi, c'est toutes les modalités d'échange, d'adaptation, d'aménagement, et toutes ces choses enfin, sur lesquelles je vais revenir encore là, mais qui a à voir avec la création, avec le tricotage d'une relation où il y a les deux partenaires, la mère donc, ou autre figure parentale, et le bébé avec les besoins de l'un, enfin tout ce que vous allez retrouver, évidemment si vous n'avez pas encore écouté, sur dans la conférence et sur tout ce qui a été posté. Voilà. Donc, je redis bien, toutes nos relations, on pourrait en trouver une trentaine, agréables ou désagréables, et là, j'ai choisi ces deux-là pour revenir à quelque chose qui est surtout objet de confusion dans notre culture, parce que je vois encore des auteurs que je ne vais pas dénoncer maintenant, qui iraient dans le sens de « puisqu'il y a de l'amour, tout devrait bien aller ». Hein, puisqu'il y a de l'amour, on ne devrait pas avoir de tentation, de passage à l'acte, de comportement ordalique et toutes ces choses. Non, que nenni. Nous n'avons que regarder ce qui se passe autour de nous et nous voyons bien que ça ne tient pas la route plus de 5 minutes, cette histoire-là. Donc, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui permet justement de tenir la route, indépendamment de l'amour, qu'est-ce qui permet aux personnes de rester en bonne santé. Ça ne veut pas dire absence de maladie, bonne santé, ça veut dire circulation de l'énergie, capacité à rebondir, capacité à être plus dans la résilience que dans la résistance. Hein. Tout ça, je vais y revenir aussi. Donc, qu'est-ce qui nous permet de rester en mouvement? C'est évidemment pas seulement l'amour, c'est ce concept que j'ai trouvé donc avec beaucoup de satisfaction, qui est celui d'attachement. Donc, pour ce soir, je voudrais surtout insister sur quelque chose qui a à être distingué pour nous permettre vraiment de fonctionner à la fois avec des racines et des feuilles, à la fois avec des pieds ancrés sur le sol et aussi avec des ailes qui nous permettent de nous envoler, d'où le mot envol. Je reviens 2 minutes sur ce tableau dont vous savez combien il est le résumé de tout ce travail que j'ai pu faire. Attachement, S pour séparation, et donc j'ai mis cycle de l'alternance et donc de la santé. Donc on a ici tout le domaine des émotions, pour passer de l'attachement à la séparation. Séparation, ça a à voir avec le deuil, bon, et j'y reviendrai aussi. Et cette ligne au-dessus, c'est celle que je dirais comme disponibilité pour une autre étape de la vie, pour un autre attachement, pour une autre expérience de vie. Et ce que je mets avec la lettre D, hein, c'est donc le détachement, ça n'a rien à voir avec la séparation, c'est la version qui peut être pathologique si elle se prolonge, de quelque chose où, au lieu d'être dans le chaud, d'être dans le mouvement, on est dans quelque chose qui va se figer, qui va être froid, qui va être dans l'isolement ou la solitude et qui va nous empêcher de rester dans ce mouvement de la vie et d'être dans ce désir d'envol. Et puis cette petite flèche que je mets là, donc entre le D et le S, ce sont toutes les démarches que nous faisons pour nous remettre dans le circuit de la vie alors que nous avons pris la tangente et pour une raison d'un deuil mal vécu, d'un traumatisme, etc., d'une séparation, d'un deuil qui n'a pas été suffisamment accompagné, suffisamment élaboré et qui nous laisse en panne, qui nous laisse avec un pneu crevé au bord de la route. Donc cette flèche, ça peut être des lectures, ça peut être des connaissances, ça peut être une démarche de développement personnel, ça nous remet dans le circuit. Et donc mon but c'est ça, c'est comment est-ce que je peux soit rester sur ce circuit là, qu'on retrouve dans tous les textes sacrés, ou alors, si j'en suis sortie, comment est-ce que je peux me remettre dans cette énergie. Là, sur ce tableau, il y a aussi donc une des bases dont je parle souvent, mais ça nous permettra de faire ce commun dénominateur. J'aime bien toujours avoir ces 3 dynamiques, 3 logiques qui sont, donc que j'avais surtout élaborées au moment de travailler sur le développement de l'enfant, avec une chronologie dont je vais reparler tout à l'heure. L'attachement, qui est donc cette base, qui donne vraiment, c'est pour ça que je le mets à la base de mon triangle, quelque chose qui a à voir avec sécurité, présence, disponibilité, tout ce qu'on a vu, permanence. Ensuite, il y a l'amour, hein, qui est cette autre composante, et ensuite, il y a la reconnaissance. Et donc, chacun de nous s'est débrouillé, si possible pour avoir les 3, tant mieux, bienvenue. Et sinon, nous voyons bien que nous pouvons être un peu à cloche-pied avec, si l'attachement c'est plus facile d'aller vers les autres, soit d'avoir misé sur l'amour, soit, à défaut d'avoir eu de l'attachement et de l'amour, d'avoir misé sur la reconnaissance. C'est comme ça que je donne du sens à des ambitions politiques ou à des ambitions financières. À défaut d'avoir cette nourriture-là, je vais tenter d'avoir des biscuits pour la route,
dans cette reconnaissance. Alors, ce que j'ai trop peur d'oublier tout à l'heure, donc le contraire, enfin, si je n'ai pas d'attachement, ça va créer, ça c'est aussi comme l'effet jaune, ça va provoquer de la violence, quelque forme que ce soit. Si je n'ai pas d'amour, ça va susciter de la carence. Et si je n'ai pas de reconnaissance, c'est ce qui va être le silence. Je ne suis pas appelée par mon nom, par mon prénom. Il y a quelque chose du silence qui veut dire solitude. Et ce qui est important, c'est de voir la distinction importante entre les trois. Et que, encore une fois, dans notre culture, nous confondons toutes ces violences. Ça peut être du silence aussi, ça peut être enfin, toutes ces petites humiliations, tout ce qu'on appelle aussi les douces violences, ce qu'on voit surtout dans les métiers de l'éducation ou de la petite enfance, toutes ces douces violences. Et ça, je tiens beaucoup à ce terme parce que c'est parce que je reconnais qu'il y a de la violence que je vais pouvoir effectivement repasser par cette porte de l'attachement pour recréer ce dont l'enfant a besoin. C'est restaurer vraiment quelque chose à faire. Alors que s'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas de la violence, c'est de la carence. Il y a quelque chose qui va manquer, mais ce n'est pas de même nature. Est-ce que c'est bien clair ça? Bon, et pour reconnaissance, c'est plus simple, c'est tout ce dont certaines personnes peuvent manquer cruellement, faute, encore une fois, d'être reconnues comme sujet. Ça peut être dans des établissements de personnes âgées, ça peut être dans des prisons, dans d'autres lieux comme ça, enfin, sur lesquels j'avais beaucoup travaillé. Ces lieux où les personnes n'ont pas un minimum syndical de parole, de contact, de regard. Et ça renvoie bien sûr à ce film sur Après l'ombre, cet homme qui est resté pendant 9 ans dans une cellule en refusant de parler même à celui qui apportait ses repas. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va dans le sens de n'existe pas, qui va dans le sens de cette disparition du monde des vivants, qui a à voir avec contact, regard, etc. Est-ce que le manque de reconnaissance peut jouer sur sa légitimité ou mais son bien estime sûr, de soi-même? c'est ça, c'est pour ça. C'est tout ce qui a à voir chaque fois que nous avons cédé à la tentation de nous transformer, mais si je me transforme comme ça, c'est que je l'ai été par quelqu'un d'autre, en objet. Objet de gratification, objet d'admiration, objet de fierté. Chaque fois que ah ben Olivia, chaque fois que mes parents sont fiers de moi, est-ce que vous voyez bien qu'ils me transforment en objet? Oui. C'est bien vu. Est-ce que vous avez tilté sur ce que je viens de dire là suffisamment? Et ça, de toute façon, vous n'avez même pas à le débattre, vous avez juste à enregistrer, et je le développe dans plusieurs pages et dans plusieurs livres, chaque fois que quelqu'un d'autre que moi-même est fier de moi, c'est effectivement une manipulation, c'est une façon de vous prendre en otage, c'est une façon de m'instrumentaliser pour avoir un bon carnet de notes, je ne sais pas quoi. Donc, la seule personne qui puisse être fière de vous, Alexia, c'est vous et personne d'autre. Voilà. Et donc, c'est un début le parent qui est fier est en train de son enfant est en train de transformer en objet. Donc, il y a réduction à ce moment-là du champ des possibles, du développement de la capacité à être vivant. J'espère que c'est bien écrit et que vous avez souligné dans votre cahier. Voilà, donc j'avais ce tableau. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre la page blanche. Je vais suivre cette logique-là. Il faut vraiment... Est-ce que tout le monde a une page blanche? Oui. Donc, là, comme ça vous évitera de passer, donc, d'hésiter. Donc, le premier mot que je mets, ça vous avez déjà vos notes prises, c'est ce que je viens de dire, c'est, je vais commencer par la droite, là. Donc, l'attachement, c'est le besoin d'autrui, et j'ai préféré trouver cette définition de l'attachement plutôt que ce qui avait été trouvé par Bowlby et d'autres, à savoir pulsion pour la proximité, même si j'ai donné cette définition pour être loyal et fidèle au tout premier créateur de ce concept, alors que pour moi, j'insiste sur, bien sûr, autrui, c'est-à-dire que je ne suis pas lancée dans le vide comme ça, tout seul, mais surtout c'est le besoin. Le bébé, c'est dans ce besoin, d'où l'intérêt, évidemment, à distinguer du désir. Chaque fois que je prive un bébé, et ça peut être de 0 à 99 ans, de la satisfaction d'un besoin, je suis dans violence. À distinguer de la frustration. Si je prive quelqu'un de la satisfaction d'un désir, je l'impose une frustration, mais ce n'est pas de la violence. Est-ce que c'est bien clair? Ça, j'avais beaucoup développé ça dans une conférence précédente, pas ici, mais au CICP. Et si
si Marie-Solange, tu as soif, si je te prive d'eau, je suis dans la violence. Si tu veux du coca et que je te prive de coca, ça, je t'impose une frustration. Hein. Il faut être bien la différence entre les deux. Voilà. De même que je... Voilà, ça c'est... Donc, alors que dans l'amour, nous sommes dans le désir de l'autre. Désir de l'autre. Alors ensuite, je vous invite à bien noter ce que je mets en dessous, à l'inverse de la dépendance, dont je parlerai donc le mois prochain, aussi à propos de l'appartenance, cet autrui n'est pas interchangeable. La compulsion, la dépendance, etc., c'est quand je peux effectivement passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait une élection. Hein, c'est le mot que vous avez choisi tout à l'heure. L'amour suppose une élection. Je choisis. Non, c'est interchangeable. Je passe de l'un à l'autre. Dans la dépendance. Dans la dépendance, Non, oui. mais on crut que je l'avais choisi, souvent. On a confond amour et dépendance. Non, mais sans payer le prix de cette élection. Sans que ça suppose effectivement tout ce qui a à voir avec le choix. Et il y a pourtant une notion de permanence dans l'attachement au début. Bien sûr, mais il y a aussi, ce qu'on va voir tout à l'heure, aussi quelque chose qui a à voir avec la séparation et donc le chagrin qui va avec. Mais vous allez un peu trop vite là. Voilà. Une chose aussi à laquelle j'attire votre attention. Dans l'attachement à votre droite, c'est être proche. On le dit depuis le début, c'est la proximité. D'abord physique, ensuite affectif, ensuite ça peut être les photos quand le bébé est parti. Et même cet attachement peut être quelque chose d'un troisième type lorsque je sens de l'émotion, enfin je sens ma façon d'être concernée par ce qui se passe au bout du monde. Hein, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être citoyens du monde. Je ne vais pas rencontrer ces gens, mais je sens quelque chose aussi qui me permet d'être proche d'eux, bien sûr psychologiquement. Alors que du côté de l'amour, je vais être intime. C'est pas la même chose. Cette intimité, elle prend d'autres formes. Et on va voir que être proche, ça renvoie au corps, c'est ce que j'ai mis en dessous. La proximité, ça renvoie au corps, d'abord. Et ensuite, si je suis passée par ce canal-là, je vais pouvoir ensuite être proche autrement. Comme je disais, les photos, etc., ou les lettres. Alors que être intime, ça suppose une rencontre avec laquelle, donc, où la priorité, ça va être le cœur, l'affectif. Est-ce que vous voyez bien la différence aussi? Dans l'attachement, je suis dans quelque chose qui va stimuler tout mon système hormonal. Ça, je l'ai dit au moins 4 fois, 5 fois la dernière fois, lorsque j'ai parlé d'attachement. Alors que dans l'amour, on va être dans l'affectif, sous toutes les formes d'amour. Alors, une des choses les plus importantes... pas la différence, c'est quoi? Hormonal, c'est quelque chose qui va me permettre de construire mon système immunitaire, de rester en bonne santé, etc. Donc, chaque fois que je suis dans une expérience d'attachement, ça stimule tout mon système immunitaire. Alors que ce n'est pas le cas pour l'amour. Tu vas avoir d'autres vibrations, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'affectif. Il y a quelque chose de... La tendresse sera de ce côté-là. Mais la tendresse, ce n'est pas du côté de l'attachement. Pas forcément. Ça peut se combiner, ça peut s'associer, ça peut se superposer. Enfin, ce que je veux dire aussi, c'est que je peux être, et je le vois tous les jours, notamment dans le travail, je peux être dans l'attachement avec quelqu'un sans l'aimer. Ouais. Toi, tu m'as plusieurs fois posé la question. Ouais. Hein, je peux être impliquée par quelqu'un. Je pense aussi à un exemple souvent, c'est un peu différent. Je pense à quelqu'un que j'admire beaucoup, mais ce n'est pas quelqu'un que j'aime. C'est autre chose. Et ce que je voudrais vraiment, c'est nous inviter à distinguer tous ces registres, au lieu de tout mettre dans le même pot, là, indistinct. Je n'ai pas répondu à ta question. Parce que je ressens plus le côté attachement, mais le côté affectif, c'est plus... dire j'aime, tu vois, quelqu'un que j'aime bien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans mon corps. Oui, je crois que je le sens. Je le connais pas encore. Ah oui. Ouais, c'est plus le côté affectif. D'accord, mais j'y reviendrai, bien sûr. Ce qui m'a fait, oui. Quand on est dans l'amour, on n'est pas forcément dans l'attachement. Mais sûrement pas. Ouais. Mais c'est exactement ce pourquoi je vous ai invité à venir en parler. Non. Je peux être dans les deux, bienvenue. Je peux être dans ni l'un ni l'autre. Et là, je serais plutôt dans le détachement, hein, avec ma petite lettre D comme ça. Mais je peux être dans l'amour sans être dans l'attachement. Je peux être dans l'attachement sans être dans l'amour. Les 4 formules. J'y tiens beaucoup. Heureusement.
Parce que je peux être complètement impliquée dans quelque chose, enfin, notamment dans mes activités professionnelles avec quelqu'un, sans forcément être dans l'affectif. Tu vois. Mais je peux aussi aimer quelqu'un sans avoir fait le tri avec tout ce qui viendrait comme des scories, m'autoriser comme ça à être dans un peu de chantage, un peu de manipulation, un peu de séduction. Quand je combine les deux, ça réduit les risques de manipulation, de séduction, de contrôle et toutes ces choses que nous avons évidemment à identifier comme irrespectueuses, donc violentes. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce que je peux introduire, combiner, tricoter les deux logiques pour être dans du respect et surtout, ce que je venais de dire autrement, c'est avec toi te considérer tout le temps comme un sujet. Et que ça, c'est l'aventure de notre vie. Parce que nous avons eu des modèles contraires. Et nous avons donc à nous rendre plus, enfin comment dire, avoir plus d'acuité pour repérer tous ces moments qui sont banalisés dans notre culture et où nous sommes dans soit instrumentalisés, soit contrôlés, faire un peu de chantage, toutes ces choses. Est-ce que vous pouvez faire un tout petit peu plus de détails dessus? Moi j'ai du mal à sentir comment on peut se sentir attaché, impliqué à quelqu'un sans l'aimer. C'est vrai? Ouais. Ça me... Un professionnel, il peut être complètement dans être concerné, tu vois, être soucieux, être attentif, prendre à bras le corps ce qui se passe. Bon, pour son patient par exemple, oui, ou un patient, enfin un médecin. Il n'y a pas d'affection. Mais il n'est pas dans de l'amour, non, non. C'est autre chose. Il peut être dans de l'empathie. Mais l'empathie, ça fait partie des 28 autres façons d'être reliés. Mais l'empathie, c'est pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose que j'associe d'abord à bouleversement. Donc, ce que j'ai pas pris le temps de dire, mais ça sera aussi repris dans ma conclusion, que si je n'avais que 4 mots, enfin même les 2 mots, pour bien revenir à cette distinction, ce serait du côté de l'attachement, l'ordre est supérieur au désordre, c'est ce qui va permettre à l'enfant de vivre, enfin de se remettre du cataclysme de la naissance. Alors, l'amour, je suis plus ou moins apte à vivre l'amour, selon que je suis plus ou moins apte à introduire du désordre dans ma vie. Si je ne suis pas en sécurité, je vais faire ça. Si j'ai construit de la légitimité, de la confiance en moi, de la confiance dans la vie, de la confiance dans les autres, oui, je vais faire de la place pour ce chambardement, pour cette révolution, pour être sans dessus-dessous. Est-ce que c'est plus clair ça, hein? Donc, attachement, ordre supérieur au désordre, amour, désordre, c'est ce que j'ai marqué là d'ailleurs. Vous voyez pas, hein, c'est ordre supérieur au désordre, désordre supérieur à l'ordre. L'amour pourrait s'introduire, on est apte à l'introduire, une fois qu'on a suffisamment de sécurité intérieure. Bon, pour moi oui, sinon, si je n'ai pas ce minimum syndical de sécurité avant d'ouvrir quelque chose de ma vie à l'expérience de l'amour, je vais être dans la dépendance. C'est évident, c'est ça. Et donc, de constater que je suis dans la dépendance, d'abord je peux voir que j'ai suivi les modèles qui m'ont été donnés, mais le vrai traitement, évidemment, c'est de revenir en arrière et de continuer à traiter quelque chose qui a à voir avec l'attachement. Pour beaucoup de choses, d'ailleurs, tout ce qui est thérapeutique, etc., pour moi, c'est revenir à l'attachement. Revenir. Qu'est-ce qui n'a pas été bien construit? Qu'est-ce qui n'a pas été sécurisé? Qu'est-ce qui n'a pas été accompagné de la sécurité de la permanence? Ou bien aussi, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, qu'est-ce qui n'a pas été accompagné du côté de la séparation et du deuil? En quoi est-ce que je suis restée comme ça en suspens, faute d'avoir pu mettre des mots, être accompagnée, pris dans les bras, d'avoir une copine qui m'ait préparé une tasse de chocolat chaud pour me signifier effectivement sa présence à ce moment-là. Mais pour le moment, je parle de ce qu'il y a de plus archaïque, savoir la toute première étape de contact. Ce que je disais donc dans le face caméra de quelques minutes, et j'y reviens, c'est que oui, les deux sont nécessaires toute la vie. Mais pour toutefois, j'aime bien quand même revenir à un parti pris de chronologie. Hein, il y a cataclysme de la naissance, attachement qui permet de refaire le puzzle, comme ça, et de trouver ma place, de trouver un minimum de légitimité. Et quand ça s'est construit, alors oui, envol, amour,
et acceptation de tout ce qui va être bousculé dans ma vie avec les aléas, avec les aventures, avec les déceptions, avec les deuils, avec les coups de grisou, avec les pneus à plat, etc. Mais, donc il y a quand même une forme de chronologie. Et pas trop de précipitation, effectivement, pour considérer que l'enfant a construit ce dont il avait besoin, ses bases. Voilà. Tu peux redire, Aliette, la dépendance, ce qui a été dit? La dépendance, c'est ce que je vais je vais vivre, me donner à vivre, si je suis dans une expérience d'amour, sans avoir la sécurité, la légitimité, l'estime de moi, construit ici. Voilà. Si ça, ce n'est pas installé, à ce moment-là, quand je passe dans l'amour, ça va être de la dépendance. Parce que je vais encore avoir besoin de l'autre. Je n'aurai pas construit suffisamment cette solidité de savoir qui je suis. Je dis je sais que je peux exister avec... oui, je peux exister, me donner la permission de protester, de dire oui, de dire non. Et à ce moment-là, la rencontre est sur le mode, justement, de rencontre et de révolution. Mais si je n'ai pas cette sécurité, je vais vivre la relation avec l'autre comme une dépendance. Et pour avoir cette sécurité, c'est très long. Parce qu'il y a ça stress. Ça dépend de C'est ce qu'on fait avec toi, en général. Oui, bah c'est le but du jeu, c'est ça. Et donc, c'est restaurer, soit restaurer du côté de l'attachement, soit restaurer du côté de la séparation. C'est ça. Vous dites, Aliette, c'est permanence, présence et priorité? Et proximité. Proximité. En fait, pour vivre la séparation, il faut avoir été attaché. C'est ça. Donc, il y a soit j'ai pas été attachée et ça va être difficile après, je vais tout vivre sur le mode de l'abandon, de la trahison et toutes ces blessures-là. Soit j'ai été attachée et à ce moment-là, selon d'autres modalités, et hop, c'est bien, quoi, je peux être dans cette aventure de la vie avec tout ce que ça comporte. Enfin, je suis équipée pour vivre un siècle de vie. Soit j'ai pu connaître l'attachement, mais je ne suis pas accompagnée pour la séparation et je vais rester bloquée. Donc, soit la symbiose va être trop tôt interrompue, avec ce que ça suppose, soit la symbiose va être trop longtemps entretenue. C'est ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, la démarche de Tanguy. C'est un film que j'ai détesté, mais c'est dit ça. Ça veut dire quelque chose où, pour des raisons multiples évidemment, que la séparation n'est pas possible à ce moment-là. Elle est empêchée. Et ça donne quelque chose d'un empêchement aussi à partir... à vivre. On est encore dans la survie, dans la pathologie. Du côté du jeune ou du côté de ses parents? Quand on parlait de Tanguy, c'est empêcher de partir du côté de... Oh non, mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est trop complexe. Okay, voilà. okay. Bien sûr que c'est éminemment... Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui. Ah oui, ça, la séparation, c'est soit qu'elle n'a pas été accompagnée, oui. La séparation, il y a eu, soit qu'elle ne se fait pas. Mais souvent, c'est parce qu'elle n'est pas... C'est parce qu'elle n'est pas accompagnée qu'elle se fait trop pas. tôt, Aussi. Ou trop tôt, ou trop tard. Mais je vais y revenir parce que dans ce cas, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque l'attachement ne peut pas bien se faire, je passe au-dessus de votre tête, mais ne craignez rien, là on est dans le transgénérationnel. Il y a quelque chose qui, dans l'arbre, empêche quelque chose, la sève de circuler dans l'arbre. Alors que quand ça se passe mal de ce côté, là, on sera plutôt effectivement dans le social, dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça, on verra tout à l'heure à propos des deuils. Je continue sur ma jolie feuille blanche. Donc, ce qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est comme ça que je présente mon propos dans les colloques, c'est que, et c'est confondu continuellement dans notre culture où nous parlons de vouloir être heureux, et vous savez combien je m'insurge, que l'attachement permet cette chose, ce carburant majeur de l'énergie, ce qui va nous permettre effectivement de nous sentir vivants, alors que l'amour nous permet de sentir du bonheur ou de la joie. Ce n'est pas la même chose, évidemment. C'est pour ça que je dis souvent que pour moi l'objectif c'est de me sentir vivante. Et je nous invite à faire la distinction entre me sentir vivante et me sentir heureuse. Donc du côté droit, donc du côté de l'attachement, on va avoir la santé, et ce que je viens de dire, on a la joie du côté de l'amour. Et puis, j'aimais bien opposer aussi la sécurité, dont nous avons déjà redit le mot plusieurs fois, alors que du côté de l'amour, on va trouver quelque chose d'autre qui est la grâce.
la grâce de ce geste, la grâce de cette intention, la grâce aussi qui est associée bien sûr au bouleversement, mais quelque chose de magique, quelque chose qui nous fait sentir à la fois le manque, la place du manque, et aussi quelque chose de cette effervescence de la rencontre, quelque chose qu'on ne croyait même pas possible. Alors, je continue toujours dans mon élaboration. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, besoin d'échange, hein, cet aménagement, ce tricotage entre le bébé et son parent, alors que dans l'amour, et c'est bien là aussi une porte ouverte sur les possibles dépendances, on va avoir ce désir de fusion et ce désir de don. C'est merveilleux, j'ai rencontré Lucien, et ce qu'on a trouvé tous les deux, c'est qu'on aimait les raviolis. Hein. Je dis souvent ça. C'est que tout à coup, dans le mythe fondateur, il va y avoir cette chose commune. J'avais jamais pensé que je pourrais rencontrer un jour un homme qui aime aussi les raviolis. Ben, si, je l'ai rencontré. Sous-entendu, c'est quelque chose qui l'a élu à mes yeux et dans mon panthéon personnel. Donc quelque chose qui est pareil. Ça me perturbe un peu quand vous parlez d'attachement, vous prenez souvent l'exemple de parents-enfants. Oui, parce que c'est... Et dans oui. l'amour, Oui. vous parlez... C'est ce que je viens de dire. adulte. C'est parce que je viens de dire qu'il y a quelque chose de cette chronologie. Mais comment perdurer l'attachement dans une relation d'adulte? Et parce qu'on l'a déjà vécu. Si je l'ai vécu, c'est quelque chose que je vais pouvoir prolonger, mais qui va me donner la possibilité de rester dans l'attachement et de rajouter quelque chose qui s'appelle l'amour, sans les confondre, sans les exclure. Et la maman avec son bébé, elle a quand Même même chose. aussi de l'amour. Bah, évidemment. Mais ce que je dis, Anaïs, c'est que depuis le début, c'est que ce contre quoi je lutte, c'est la confusion qui est faite. Et que la maman qui aime son bébé croit que c'est nécessaire et suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est ça que je veux dire. Hein, voilà. Donc je continue. Donc, dans l'attachement, la présence est réconfortante. Hein, il y a du soutien et du réconfort. Alors que, et ça c'est une chose importante aussi à voir, que du côté de l'amour, on va être dans une recherche anxieuse. Et on voit bien que notamment pour le bébé, si la mère n'est pas rassurée elle par elle-même dans cette qualité d'attachement, elle va rester dans l'inquiétude, au lieu d'être dans l'apaisement et la confiance. Une mère anxieuse, donc une mère qui n'aura pas été suffisamment nourrie pour elle dans l'attachement, va effectivement risquer de polluer la relation avec cette peur, avec cette anxiété. Et on le voit souvent. Donc, dans l'attachement, j'ai bien marqué dans mon tableau, que vous ne voyez pas encore, mais vous verrez, c'est la nécessité d'alternance. Pour accueillir mon bébé de 1 an, encore faut-il que j'accepte qu'il soit plus un nourrisson, etc. Et dans la vie adulte, la même chose. Pour pouvoir m'attacher à un deuxième enfant, il faut que j'ai fait le deuil de quelque chose de la première étape. Et pour m'attacher à d'autres personnes, il faut encore que j'ai pu faire le deuil d'autres. Et dans le couple, c'est la même chose. De faire le deuil de ce qui a pu se passer pendant des années pour accueillir la réalité du moment présent. Donc alternance souvent. Alors que dans l'amour, on est dans le désir de cette continuité. Il faudrait que ce soit toujours pareil. Est-ce que vous voyez bien? Bien. Avec les contradictions entre les deux. Alors ça, c'est majeur aussi. Dans l'attachement, j'ai la nécessité de perdre, que je marque bien avec séparation, alors que dans l'amour, on a la peur de perdre. La nécessité de perdre. Ben, là, de faire des deuils. Oui. De faire des deuils, ce que je dis à propos du bébé qui ne sera pas toujours un nourrisson. Je ne peux pas accueillir mon ado si je n'ai pas accepté qu'il ne sera plus jamais ce petit garçon en culotte courte qui faisait payer et à qui je laissais ses chaussures. Maintenant, bon, Donc, quand vous dites la nécessité de perdre, c'est la nécessité d'accueillir la perte. oui, Quand bien sûr, de la vivre, de vivre cette expérience. Que c'est une perte nécessaire. Qui nous permet de rester dans l'attachement. Si on ne perd pas Non, ce... qui nous permet de rester dans la disponibilité pour un autre attachement ou pour une autre phase d'attachement avec la personne. La même personne. Oui, oui, c'est ça. Et ça peut être une autre personne dans d'autres circonstances de la vie. Donc, Oui, donc de nécessité de perdre aussi, ça me heurter, c'est plutôt dans les représentations, par exemple. non, C'est pas perdre la personne. non, Ah. c'est le type d'attachement que j'ai, les modalités d'attachement. Ah oui, c'est pas la relation, c'est les modalités. Oui. L'image qui Ah me oui, vient, c'est quand c'est on... pas- D'accord. Oui. L'image qui me vient, c'est quand on a un deuxième enfant et que le premier vient à la maternité et que du coup on voit le Oui, petit, la tout petit. différence. Et là Oui. on voit en fait, Oui. ça c'est vraiment, je trouve pour moi, c'est vraiment la roue qui tourne. Enfin, Voilà. et là je vois vraiment Et là, le cycle. on est dans le cycle. Voilà. C'est exactement ça. Donc, c'est pas que représentation. J'ai Ou pas ma entendu. représentation. Tu veux bien redire, j'ai pas entendu. En fait, enfin, le cycle là, tel que vous... Enfin, l'image qui me venait, moi, c'est à chaque naissance,
quand vient le second enfant, que le premier vient à la maternité, tu as l'impression que l'aîné est devenu très grand, alors qu'en fait c'était encore ton petit chouchou dernier et qu'il faut faire la place à l'autre. Tu vois. Et donc c'est une nouvelle relation, enfin il y a quelque chose, tu vois, et ça s'installe, et enfin, pour moi c'est un peu comme la roue de la vie. Quoi. Oui, c'est la roue de la vie. Voilà. Quelle est la différence entre perte et alternance? Parce que si je perds le fait qu'elle change, c'est Non, l'alternance. là, finalement. de toute façon, notre vie c'est alternance, mais nous la concevons dans la dynamique de l'attachement, alors que du côté de l'amour, on serait dans le déni de ça. Il faudrait que ça dure toujours. On voit bien ce discours romantique, c'est comme le premier jour. Ben, évidemment que c'est pas comme le premier jour. Bon. Mais je peux être dans ce désir-là. Et ça va se renforcer tout à l'heure à propos d'autre chose. Donc, ce qui me semble important, c'est que dans ce circuit, il y aura toujours toutes les émotions, mais que du côté de l'attachement, on est plutôt du côté du chagrin, alors que du côté de l'amour, on est du côté de la peur en priorité. Ah ouais, j'aurais dit l'inverse. Eh ben, Le chagrin de l'avoir perdu quand même. Oui, chagrin ah, d'amour. mais on chagrin d'anticiper la perte aussi. Voilà. dit. Il y a chagrin d'amour, Annie. Ben, bien sûr, mais il y a tout, je viens de dire, il y a toutes les émotions tout le temps, simplement là, je mets celle qui est prioritaire, à laquelle nous avons à laisser le plus de place alors que nous y résistons. Moi, j'aurais vraiment fait l'inverse. Oui. Surtout la peur. La peur, pour moi, elle est Ben, liée à la- entendez Oui. bien. Parce que j'aime, j'ai peur pour l'autre. J'ai peur. Et j'ai peur de perdre, j'ai peur qu'il m'aime pas, et j'ai peur qu'il m'aime moins, et j'ai peur que... La peur est dans l'amour. Du côté de la jalousie aussi, toutes ces choses. Laissez juste infuser ça. Et si j'ai confiance, finalement, qu'il n'y a pas forcément cette peur. Elle sera quand même là. Ça peut être tempéré par la confiance, mais elle est là. Elle est là, évidemment. Ça fait partie du bouleversement. Oui, ça fait partie du bouleversement. Qui d'ailleurs rejoint le côté Du côté- désir de continuité. oui, peur oui, que oui, c'est ça, s'arrête, c'est peur ça. que- Du côté de l'attachement, vous voyez, j'ai réaction biologique. Donc, c'est ce que je mets mammifère et instinctif, quelque chose qui est viscéral. Alors que du côté de l'amour, je vais avoir des modèles culturels. Donc, c'est acquis et variable. Ça a été un choc pour moi quand j'ai découvert. Je pensais effectivement qu'on aimait depuis Adam et Ève de la même façon. Non, l'amour existe depuis toujours. Le modèle qui est resté le plus semblable à ce qui se passait pour Ève, pas Adam, c'est quelque chose qui a à voir avec l'instinct maternel justement. C'est la chose qui n'a pas changé. Mais toutes les autres modalités de signifier l'amour, ça change étonnamment, effectivement, d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, et même pour nos parents et nous, ça a beaucoup changé. Donc là, nous sommes vraiment dans les représentations sociales, culturelles, religieuses, etc. Et que ça, c'est important. Alors que ce qui a à voir avec l'attachement, non. Ça reste quelque chose, effectivement, d'archaïque et qu'on retrouve partout de la même façon. On n'aime pas de la même façon. Donc ensuite, j'ai mis, grâce donc, au deuil, de changer l'autre. C'est donc l'importance d'être disponible pour l'autre, mais à condition que je refuse de le changer. Bon, ça prend quelques années. Bon, après, quelquefois ça peut prendre un siècle. Mais... Et donc, je peux lui apporter le réconfort d'une présence. Alors que mon côté de l'amour, c'est désir de vouloir rendre l'autre heureux ou de le changer. Et ça, non, c'est juste terrible. Quoi. Comment c'est compatible? Eh ben, non, mais c'est quand même dans les deux côtés, il y a des deuils à faire. Que tant que je suis dans la prétention, l'illusion de vouloir, enfin de rendre l'autre heureux, parce qu'on continue à véhiculer comme idée quand on l'écoute, je suis à côté, enfin je suis dans la dépendance. Dépendance à des modèles, dépendance à des représentations et dépendance à l'autre. Et dépendance au regard des autres sur moi. Ça, c'est quand même un des deuils majeurs. Je n'ai pas le pouvoir de rendre quiconque heureux. Et je repense encore à ce titre du livre de Christiane Olivier, Comment rendre mes enfants heureux. Mais c'est absolument stupide de poser ça. Je n'ai pas le pouvoir de rendre quiconque heureux, et notamment pas mes enfants. Absolument pas. Je ne fais pas une exception. Je fais pas. Non, tu as beau insister. Non. Mais Oui, non, mais ce que vous écrivez là, c'est presque de la dépendance finalement. Mais bien Le désir sûr, de vouloir rendre l'autre bien heureux, sûr. c'est pas vraiment de l'amour au sens... c'est bien pour ça que j'oppose les deux. Tant que j'ai la prétention de rendre l'autre, puis on peut aussi vouloir rendre nos parents heureux, ça aussi ça arrive, mais voilà, pour le moment je reste surtout à ce que je trouve encore dans des livres ou dans des messages culturels, je dénoncerai personne,
qui est de croire que les parents ont la mission de rendre les enfants heureux. Je ne vous entends pas complètement. Bon, enfin, et aussi les parents de croire que les enfants ils sont là pour les rendre heureux. Et oui, c'est ce que je veux dire. Que l'enfant lui-même puisse le croire. Chacun parle de soi. Mais c'est un petit peu moins grave pour moi, tu vois. D'accord. Ah oui. Ah bah pour moi c'est lourd. Hein. Ah bah, j'ai pas dit que c'est pas lourd. Ah. C'est quand même grave, enfin c'est Ah, grave que ce soit posé dans notre culture, dans les livres et partout, et que je vois les parents emprisonnés, enfin c'est ce dont nous parlons dans les groupes de parents, les parents qui pensent que leur mission c'est de rendre les enfants heureux. Je ne vois pas suffisamment révolutionné là. Ouais, en même temps, c'est plus simple. J'aurais bien heureux que... Là, on parle pas de la même chose. Non, mais je fais Bon, j'espère que ça va quand même infuser. Est-ce que vous êtes aussi aligné par cette phrase? Rassurez-moi. Non. Bon. Mais oui, c'est rendre son mari heureux, c'est quand même très, c'est classique. C'est malheureusement Oula, oui, une névrose qui est vendue, voilà, c'est... une prétention surtout. Une prétention. C'est comme si on était supérieur à lui pour... Et surtout, savoir son bien malgré lui, c'est pour son bien qu'on va lui interdire de fumer ou de je sais pas quoi. Non mais bon. C'est réciproque. Ça Oui. relève, oui, ça relève pour moi de la toute-puissance. Ben, bien sûr, c'est la prétention de la toute-puissance. Vraiment, la toute-puissance, souvent, enfin, un peu féminine quand même, souvent. Non, je trouve que c'est souvent la femme, non mais la mère entend par rapport à ses enfants, je veux dire que c'est... Non, je trouve que c'est... Moi, je les ai Nous pouvons avoir ce point de vue. Oui. Moi, je les ai eu plus portés par des femmes. Chacun parle de soi. Ce concept porté par des femmes que par des hommes. Pour moi, Alors, autre chose qui peut vous sembler anodin, et je vous invite quand même à le souligner, c'est dans l'attachement, je suis avec l'autre, alors que dans l'amour, je suis là pour l'autre. Ben, je ne vous vois pas sursauter, je suis désespérée. Sursauter. Et on peut être avec et pour. Mais bien entendu, puisqu'on peut être dans les deux, Marie-Solange, dans l'amour et l'attachement. Mais non, mais là, oui, bien sûr. Aliette, tu dis être là pour, c'est dans le sens pour faire plaisir et tout ça? Non, pas forcément, non. Ça dit aussi de la disponibilité, ça dit... La présence. Laisse ça infuser. Voilà. Oui, ça dit quelque chose de la générosité, ça dit... Ça va être développé un peu après. Donc, du côté de... Donc, attends, je vais tourner votre page. Ce qui m'intéresse, c'est comment exprimer l'attachement. Donc, l'attachement se propose d'accueillir les expériences de douleur, de frustration, de peur, et ainsi permettre apaisement et réconfort. Alors ça, j'ai mis quelques années à le découvrir. Si j'aime mon enfant, alors c'est ce qui est mis à côté, parce que j'aime, je voudrais gommer les douleurs, les frustrations, les peurs, donc les objets à l'origine de ces expériences. Je voudrais priver mon enfant des expériences que je considère comme superflues ou difficiles, etc. Ça, si vous ne reconnaissez qu'une chose, c'est ça. Oui, mais ça je le vois parce qu'on... Ah, tu fais un oui mais toi? Non, oui. Et... Je te surveille, je t'ai à l'oreille. Hein. Mais en fait, on est là-dedans parce qu'on n'ose pas le supporter pour soi. Mais bien entendu, c'est pour ça que je parle de deuil. Si j'ai pas fait le deuil de ça, si j'ai pas fait moi-même la traversée de mes frustrations, je vais avoir du mal à vivre que mon enfant soit frustré. Et donc je vais vouloir absolument gommer. Même pour l'effacer pour nous. Mais bien entendu, c'est ce que je mets dans les livres, c'est pour éviter que l'incendie de son émotion vienne provoquer un incendie chez moi. Donc j'éteins l'incendie alors que c'est quelque chose de nécessaire. Et ça me fait penser à toutes ces mamans qui disent mais non, tu saignes pas, c'est rien. Non, t'as pas mal, t'as pas faim, t'as pas sommeil, t'as pas ci, t'as pas ça. C'est rien, c'est moins lié directement à l'amour qu'à nos blessures. Mais quand même, la prétention, c'est parce que je t'aime, je voudrais t'éviter de vivre des expériences douloureuses. Oui, et parce que Entends-le. Oui, bien entendu. Alors que ce qui m'a tellement passionnée du côté de l'attachement, c'est que l'attachement, grâce au deuil que j'ai pu faire, hein, bien sûr, va me permettre, au lieu de vouloir gommer, d'accueillir, d'accompagner, de mettre en mots, d'être là avec l'autre au moment où ça se passe pour lui. Donc, l'attachement, c'est du côté du mouvement. Alors, et là, j'ai mis en gras. Après l'organisation, après la construction, il y a quelque chose qui se vit dans cette production de carburant. Hein, je construis la relation, je construis cette chose tellement importante qui me permet de savoir que je ne suis pas seule au monde, mais il y a quelqu'un pour moi qui sera toujours là.
Hein, c'est pour ça que, bien sûr, une des premières choses, c'est jamais laisser pleurer un bébé tout seul, parce que là, effectivement, il est plus du tout en train de construire cette sécurité, il vit l'abandon, évidemment, d'être seul au monde. Voilà. Alors que, du côté de l'amour, je vais être dans la tension, la désorganisation, la réorganisation et l'exploration. C'est là que je suis sentie dessous. Hein. Organisation à droite, désorganisation à gauche. Quand vous mettez après, c'est-à-dire que le mouvement vient après l'organisation? Oui, c'est ça. Je peux me mettre en mouvement. C'est ce que je reprends avec plus je ronronne, mieux je m'envole. Hein, ce que j'ai écrit là. Voilà. Et donc, c'est résumé avec quelque chose à quoi j'ai déjà répondu. L'attachement est menacé par le passé, c'est-à-dire par l'arbre généalogique et ce qui s'est arrêté, avec les secrets, avec les deuils, avec tout ce qui n'a pas été traité, pleuré et exprimé comme colère, alors que l'amour est menacé par le social. Est-ce que ça rentre dans votre tête, ça? Ben, un peu. Pas trop? Le social, le professionnel aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est-à-dire le regard des autres, tout ça. Et aussi l'institution. Quand je dis social, c'est l'institution. Hein, qui a à voir institution politique, civique ou religieuse aussi. Alors, ce que j'avais déjà exprimé tout à l'heure, en cas de déficit ou d'absence, hein, nous avons bien, donc, du côté de l'attachement, des deuils, des risques de dépendance aussi et de détachement, et c'est l'expérience de la violence, hein, ce sur quoi j'ai insisté déjà tout à l'heure. Du côté de l'amour, on va vivre plutôt quelque chose de l'abandon ou du rejet ou de l'indifférence ou ce qu'on appelle le désamour. Et là, je fais l'expérience de la carence. Mais ce n'est pas l'expérience de la violence, c'est autre chose. L'abandon n'est pas une violence pour vous. Non, non. Dans ce registre d'amour. Évidemment, si je laisse un bébé pleurer tout seul, là, il est plus que ça, il disparaît même. C'est-à-dire qu'il n'a pas le minimum syndical de noyau pour savoir qu'il continue à exister. C'est l'ordre du besoin. Là. C'est l'ordre du besoin. Alors que là, évidemment, l'abandon, enfin, je pourrais dire que le bébé, c'est autre chose que l'abandon. L'abandon, je rappelle, c'est il y a eu et il n'y a plus, contrairement au rejet. Quand le bébé, c'est jusqu'à quel âge? 99 ans, à peu près. En gros. Est-ce que je ne sais pas si c'est le moment de poser une question par rapport justement au temps de séparation du bébé avec sa mère ou qu'est-ce qui est possible à 1 mois, 2 mois, 3 mois? Il y a quelque chose. Je ne réponds jamais à cette question. Parce que ça renvoie vraiment. Alors, il y a tous les livres le font. Je vous renvoie à tout ce qu'on. Mais moi, je refuse parce que d'avoir eu plusieurs enfants, nous apercevons que c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec cet accordage. Ça n'a pas à voir avec quelque chose de mental ou d'observé. Avec chacun des enfants, c'est vraiment un calendrier spécifique qui est possible. Il y a peut-être un élément syndical quand même, non? Non, Pour éviter ça vous choque que je refuse de répondre? Non, je reste dans mon trou par rapport à ce que j'ai, un petit-fils qui va être séparé à 2 mois. Ah oui, d'accord. À 4 mois, 1 semaine, ça me paraît Bien une entendu. éternité. Oui. Et je me disais, qu'est-ce qui serait encore Mais là dans aussi, des- c'est une histoire d'instinct. Mais oui, Mais bien sûr. Bien sûr. Et que pour moi, ça a à voir, encore une fois, avec quelque chose de transgénérationnel. C'est prendre le risque de remettre en scène une séparation trop précoce pour éviter de sentir que mon enfant va recevoir davantage que moi j'ai reçu. C'est ça qui se passe. Ah oui. Bah oui. Pour être sûr de ne pas traverser, de ne pas retraverser. Si je me suis sentie abandonnée à 4 mois, et que mon bébé a 4 mois, c'est là que c'est la ligne de partage des eaux. Soit je vais remettre en scène quelque chose de ce traumatisme pour donner raison à mes parents, d'une certaine façon, ou bien je vais traverser cet abandon à nouveau et permettre à mon enfant de recevoir quelque chose que je n'ai pas reçu. Or, c'est toute la question, est-ce que je peux transmettre quelque chose que je n'ai pas reçu? Et c'est tout ce que nous mettons avec la petite flèche qui remonte là. Bon, alors je vous pose des questions, après vous en avez Dieu que pour Olivia. C'est mon destin, c'est mon destin. Vous y répondez positivement à cette question? Est-ce que je peux transmettre quelque chose que je n'ai pas Oui, reçu? mais c'est pour ça que je complétais, grâce, évidemment, à cette sortie du détachement,
avec quelque chose qui me met en métaposition, qui me permet de prendre la responsabilité de vivre et de revivre ce qui a été traumatisant pour ensuite pouvoir être en relation avec ceux du présent comme ils sont et non pas projeter sur eux, papa, maman et les autres. C'est tout le travail de deuil. C'est grâce à ça que je peux évidemment être dans la réalité d'aujourd'hui au lieu de continuer à traiter tout ce qui a été douloureux et difficile. Aliette, je peux vous demander de répéter l'attachement est menacé par le passé, l'histoire, alors que l'amour est menacé par le social, l'institution. C'est écrit sur le feu. Mais oui, mais... Et alors je termine avec les risques. Et pour moi aussi c'est très très distinct. Si je ne suis pas nourrie dans l'attachement, j'ai un risque de dépression. Toute dépression de 0 à 99 ans est toujours un rappel de ce déficit d'attachement pendant la première année. Toujours. Toujours. Et donc, et la violence, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Or, s'il y a un manque d'amour, un déficit d'amour, je serai non pas dans la dépression, dans la régression. C'est vraiment des fois je me sens dans les deux. Mais bien sûr, je me mets dans les deux, puisqu'on est dans les deux logiques. Oui. Et donc, carence, voilà. Donc, bien sûr, ce que je dis, du côté donc, de l'attachement, ça va être les pieds sur le sol et ça va être bien sûr les racines de l'arbre. Et je vais avoir les ailes et les feuilles de l'autre côté, mais je rajoute pas seulement les ailes, les feuilles, les branches, les fruits, les fleurs, et toutes ces choses, hein, tout ce qui fructifie là. Et donc, une forme de créativité dans notre vie. Capacité de penser, capacité de nous souvenir, capacité de découvrir, capacité de remettre en question, capacité de changer surtout, avec toujours le prix à payer pour ça. Question à ce sujet ? Tout ça est repris avec autre chose qu'un tableau, avec mes feuilles jaunes, hein, bien sûr. Moi j'ai une question sur les risques, la résolution, oui. La recommandation, merci de votre attention. En fait, pour éviter ou pour ressortir par votre flèche là, de régression de carence ou de dépression, violence, ce serait de développer l'attachement, en fait, là, une des pistes. Bah, évidemment, Ouais, c'est ça. mais même en priorité. C'est bien pour ça que j'insiste, parce que ce n'est pas posé dans notre culture, ça. Qu'on tente de réparer, je vois dans le milieu hospitalier, on tente d'être encore dans la dynamique, cet ado va mal parce qu'on ne l'aime pas assez. Mais quelle bêtise de penser ça! C'est qu'il y a eu une rupture dans le système d'attachement qu'il n'a pas supporté et qui a laissé le vent froid s'introduire dans la maison. Ce n'est jamais parce qu'il y a un manque d'amour que nous sommes dans la dépression, dans des comportements ordaliques, dans des dépendances à l'école ou autre chose. C'est jamais pour ça. Jamais, jamais, jamais. Prenons d'abord la piste d'aller investiguer à quel moment ce bébé, cet enfant, cet adulte a soit vécu, soit revécu une rupture dans le système d'attachement, du genre séparation précoce, pas accompagnée, etc. etc. Voilà. Oui, donc je rappelle, pour les personnes qui ont eu tort de ne pas être là pour la conférence sur l'attachement, que dans le D, qui est le détachement, j'y mets donc toutes les formes de violence, et vous savez qu'on pourrait passer la soirée à les énumérer, hein, c'est ainsi le silence, ça peut être plein de choses. Dans le D, le tableau là. Ensuite, il y a toutes les dépendances. Quand je dis dépendance, vous savez qu'on pourrait aussi faire la liste d'à peu près une centaine d'objets de dépendance. La télé, le foot, l'argent, le sexe, le travail, le sommeil, la nourriture, le sucre, etc. Donc tout ça, je me fiche pas mal de l'objet de la dépendance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dépendance qui a pu s'installer très tôt pour le bébé, faute d'avoir été rassuré par le contact, par l'odeur, par la chaleur, par le bruit, par le son de la voix de la mère. Et à ce moment-là, le bébé, pour survivre et pour stimuler son système hormonal, va trouver un moyen, effectivement, d'avoir un objet de dépendance. Ça peut être se balancer, ça peut être les comportements autistiques, ça peut être toutes ces choses-là. Donc, ne nous laissons pas distraire par les objets de dépendance. Voyons plutôt que toute démarche, toute expérience de dépendance est une façon de survivre à un moment où l'attachement n'a pas permis la construction de quelque chose de cette identité. Ah oui, en fait, dans les livres, souvent, l'attachement est mis sur d'autres mots, genre type le maternage, ou pour bercer. Moi, j'avais lu ça pour bercer un enfant. Alors ça, c'est tout le travail d'Arita Solter aussi.
C'est au sens... Oui, mais ça peut devenir un comportement de contrôle, c'est ce sur quoi j'insiste. Je peux mettre en place quelque chose sous prétexte d'attachement, alors qu'au fond, je peux installer aussi un contrôle. C'est comme le bébé qui s'endort au sein. Ce n'est plus de l'attachement. Ah bon? Non. C'est une dépendance du bébé. Ça peut être un système de contrôle. Mais ça, la personne qui en a le mieux parlé, et je l'avais invitée il y a 12 ans à venir travailler à l'hôpital Saint-Antoine avec nous, elle parle très bien de ça. Donc c'est Alita Solter, S-O-L-T-H-E-T-E-R, où elle parle effectivement du titre. Bon, j'étais pas toujours d'accord avec elle. Oui. Oui. Qui du coup l'endort au sein. Oui. Et dépendance du bébé. Quand ça devient trop fréquent, oui. Tu vois, et qu'il y a quelque chose plutôt qui est faire taire. Enfin, et chaque fois qu'il y a une tétine, une totote, c'est ça. Tais-toi. Oui. C'est plutôt de le laisser pleurer dans les bras. Oui, bien sûr. Voilà. Ça peut être en situation d'urgence comme ça, mais ça peut devenir un comportement. Elle dit un autre mot, elle ne me revient pas, quelque chose qui a à voir avec contrôler. Et donc à ce moment-là, évidemment, je reviens à cette priorité. Le bébé n'est plus un sujet qui va m'embêter, etc. dans mon emploi du temps, mais il devient un objet que je fais taire, que je mets à mon service, parce que moi, j'en peux plus, donc il y a quelque chose qui va être détourné. Non pas que j'accuse quiconque de le faire, mais c'est quand ça devient systématique ou que ce n'est pas en conscience. Si je le fais en conscience, non, pourquoi pas, je peux tout à fait éviter le pire à ce moment-là. Aliette, je vous demande s'il vous plaît d'en dire un peu plus sur cette tension dans l'amour. En fait, moi je sens bien l'attachement, parce que j'étais à la conférence. Mais l'amour, une fois qu'on est à la cette conférence. notion de tension, j'ai un peu de mal à la saisir. Parce qu'il y a bouleversement, parce qu'il y a révolution, parce qu'il y a révélation, parce qu'il y a sortie de ma zone de confort, parce qu'on n'est plus dans le familier, on est dans inconnu, dans troublant, dans suspense. Perte de repère. Oui, perte de repère. Oui. Et donc, un exemple, par exemple. Tomber amoureux. On est dans la tension, on en perd l'appétit, le sommeil, et tout d'un coup on sent même plus la pluie. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on est dans un état second. Quand on est dans l'amour avec ses enfants, par exemple, il n'y a pas ça. Mais s'il y a quelque chose d'une tension, bien sûr que si. Je prends bien sûr l'exemple du choc amoureux, et je vous invite à relire bien sûr Alberoni à ce sujet. Mais là, l'amour fait que je suis tendue parce que je suis d'abord dans la peur. Alberoni, les deux, je vous donnerai la biographie. C'était super. Il est sur le site. Le choc amoureux, c'est... Bah oui, c'est quand même, il y a avant et après le choc amoureux. Oui. Mais à condition d'avoir les trois, l'érotisme, l'amitié et le choc amoureux. Il faut lire les trois. Mais oui, mais je vais vous les passer. Je l'ai lu. Alors tu dis, et c'est de qui? Alberoni, Francesco Alberoni. Je les ai fait circuler autant que vous voulez. Oui. Ah, je veux bien l'érotisme, je crois que j'ai lu l'amitié, je l'ai. Et l'érotisme, on l'avait pas. Oh, mais c'est-à-dire, ok, je reprends. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marie? Oui, merci. Le choc amoureux. Parce que j'aime, j'ai peur. Ce qui va corriger ça, ce qui va permettre que je sois autre chose qu'une mère anxieuse, c'était mon thème de la conférence il y a 10 jours, donc sur prudence, etc. et peur, c'est que je vais conjuguer l'amour avec l'attachement et que la sécurité qui se construit dans l'attachement va venir tempérer la peur. Parce que si je suis dans l'attachement, il y a quelque chose d'une confiance. Confiance dans l'autre, confiance en moi, confiance dans la vie, confiance dans la chance. Et que tout à coup, ça va venir adoucir cette peur. Mais je ne pense pas qu'on puisse être dans l'amour sans avoir peur. C'est à accepter aussi. Oui, exactement. Je suis d'accord. C'est super. Venez voir. Toi, tu exprimes que tu as compris ce que tu dis. Elle a confiance. Je fonds. Donc, ce que vous allez trouver aussi dans mes livres, etc., j'aimais bien la petite formule que j'avais trouvée. Donc, souvent confondus, amour et attachement sont complémentaires. Dans notre culture occidentale, l'amour serait la condition du bonheur. D'attachement, il est peu question. Alors que dans les sociétés traditionnelles, la priorité est donnée à l'attachement, même si ça ne porte pas son nom évidemment, source d'énergie,
et l'appartenance prime sur l'amour. Et dans les sociétés d'Afrique et tout ça aussi. On ne parle pas d'amour à ce moment-là. Oui. On parle d'appartenance. Et c'est bien sûr ce qui nous a... Enfin, lors d'une conférence au Quai Branly, je racontais souvent cette histoire, que c'était au moment de l'exposition sur les forêts natales. Quelqu'un dit, oui, mais donc, autrefois, est-ce que les amulettes permettaient de la magie, est-ce qu'on pouvait provoquer une rencontre amoureuse? Et le conférencier a été très député, il a dit, mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'on se mariait par amour? C'est vraiment très réduit à une culture plutôt bourgeoise, etc. Mais il dit, non, on ne se mariait pas par amour. Alors la personne continue, et j'étais là assez amusée. Elle dit, ah bon, est-ce qu'on se mariait pour avoir des enfants? Elle lui a dit, non, on ne se mariait pas pour ça. Et il a conclu en disant, on se mariait pour avoir des beaux-frères avec qui partir faire la guerre. Et c'était ça. Donc nous sommes loin du côté rose bonbon. D'accord. Et voilà. J'ai trouvé que c'était un bon rappel que nous croyions au centre du monde avec les clés pour tout ça. Non, effectivement, on rentrait dans une autre famille pour avoir des beaux-frères. Bon. Voilà, et donc l'appartenance, bien sûr, et c'est pour ça l'appartenance primée sur l'amour, c'était l'appartenance à un clan. Et d'ailleurs, c'était ce clan qui élevait l'enfant. Et on sait bien, Cyrulnik écrit beaucoup sur dans beaucoup de cultures, on ne savait pas qui était le père, donc celui qui élevait l'enfant, c'était le frère de la mère. Parce qu'on savait qui il était, mais on ne savait pas qui était le père. Non, mais non. C'est encore des cultures au Népal, je crois, enfin il y a des... Aussi aux Antilles, évidemment. Ce sont les... C'est le clan, on est dans le clan maternel. Le clan maternel. Mais bon, évidemment, lisez... lisez, bien sûr, Françoise Héritier. Lisez Françoise Héritier. Vous m'avez entendu parce que vous avez tous écrit Françoise Héritier. Je t'avais pas Alors, oui, j'insiste aussi sur le mot de cette confiance que tu as évoqué tout à l'heure aussi. Est-ce que vous voyez le lien entre attachement et confiance? Entre attachement et estime de soi? Ah oui, ça oui. Bon, allez, écris-le et souligne-le. Et donc, il y avait un petit débat hier aussi. C'est d'abord ma capacité à faire confiance à quelqu'un qui va me permettre petit à petit de passer à faire confiance à qui je suis. Et ensuite, troisième étape, confiance dans la vie. Ah, c'est dans ce sens-là. Ah bah oui. Ouais, oui. moi aussi, je suis Je sais qu'il y a eu des doutes. C'est parce que je peux m'appuyer sur quelqu'un en sachant que je fais confiance à cette personne et qu'elle est là, à la vie, à la mort. C'est à ce moment-là que je fais l'expérience de la confiance en l'autre et que je vais pouvoir petit à petit revenir à la confiance que je peux me faire à moi. Mais la confiance en moi, elle n'est pas comme ça venue de nulle part. Ah, mais du coup, ça... Et après, la confiance en la vie. Oui. De confiance ou d'estime? Non, là, je parlais de confiance d'abord, mais bien sûr, après, cette estime, elle est aussi du côté de l'attachement. Mais il y a d'abord cette confiance en l'autre. Après, bien sûr, quand pour les personnes qui étaient là, au moment où je travaillais sur l'attachement, il y a aussi confiance, il y a attachement à des personnes, attachement à des projets. C'est là qu'on va retrouver la distinction entre estime et confiance. Ce sont deux dynamiques. Ce qui est commun, et c'est le mot que j'aime bien aussi utiliser après quelques années de recherche, c'est ma façon d'être impliquée, soit dans mes relations, soit dans mes projets. Et c'est ça qui est commun. C'est est-ce que je suis partie prenante, est-ce que je prends à bras le corps? Pas forcément tout le monde, mais au moins mes projets. On peut être dépendant de ses projets. Mais bien sûr. Mais bien entendu, bien sûr. La dépendance à des projets et pas à des gens. Bien sûr. Professionnels. Je rappelle que l'indépendance est un processus, qu'importe l'objet. Encore une fois, quand je ne plaisante pas, je dis on pourrait trouver une centaine d'objets de dépendance. Et des projets, ça peut être ça, tout peut être objet de dépendance. C'est ce que je vais choisir comme façon de survivre, de stimuler mon système hormonal, faute d'avoir effectivement cette ressource d'être aussi stimulé dans un attachement.
Chaque fois que je ne peux pas être dans l'attachement, je suis dans la tentation, évidemment, d'élaborer quelque chose d'une dépendance pour survivre. Toute dépendance a été d'abord une opération intelligente. On dit beaucoup ça sur la cigarette. Oui, sur la cigarette, surtout, sur toutes les dépendances. Et nous avons à nous méfier, évidemment, soit de jeter un discrédit sur ces dépendances, alors qu'elles ont été un moyen de rester vivants et d'utiliser notre intelligence, etc. En même temps, on peut être dans le désir de vouloir s'en défaire. Bien sûr qu'on peut être dans le désir, mais c'est pas ça le sujet. Mais sans mettre en jeu la sécurité. Attends, je te rappelle les 3 étapes. Si je suis dans le souhait de sortir d'une dépendance ou de prendre de la distance, etc., il y a toujours identifier la dépendance, trouver le sens qu'elle a dans ma vie, à quel moment ça m'a servi à survivre, etc., à supporter l'insupportable. Et c'est parce que ça a du sens dans ma vie que je peux prétendre peut-être, seulement si je choisis, et surtout si je choisis d'en payer le prix, de m'en défaire. Malheureusement, dans les démarches de sevrage, on passe de 1 à 3. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas été d'abord dans me réjouir d'avoir eu l'intelligence, la ressource, de mettre cette dépendance dans ma vie. Et donc c'est un sabotage annoncé. Et c'est surtout qu'en fait, là aussi, la société dit c'est mal. Il y a quelque chose c'est ça, c'est une disqualification. Et on est plutôt centré sur l'objet de la dépendance que sur la ressource que ça a été pendant un moment, qui peut devenir ensuite contre-productive. Mais toute dépendance a été le gage d'une forme d'intelligence et de capacité à m'adapter. Donc ça, méfions-nous de toutes les formes de sevrage. Donc ça c'est le 1. Le 2... Non, le 1, j'identifie. Et ça, c'est tout le travail que je fais avec le jeu de loi sur les dénis. C'est déjà sortir du déni de cette dépendance. Ouais, identifier son objet ou... Oui, et ce que ça m'empêche aussi de vivre dans ma vie. Ensuite, quel sens ça a dans ma vie, quelle place ça a eu, à quoi ça m'a servi. Et s'en réjouir. Et m'en réjouir. Et me célébrer d'avoir eu cette aptitude à me tirer du néant ou de la mort ou sous les formes grâce à cet objet de dépendance. C'est bien clair pour tout le monde ça? Oui, parce qu'autrement on aurait pu basculer dans la folie. Oui, dans le délire, bien sûr, dans la mort symbolique. Ça reste socialement quand même. Oui, je sais, c'est pour ça que j'insiste. Oui. Ça m'a permis de me sortir du mauvais pas ou même de la mort. Et troisièmement, c'est peut-être opérer ce sevrage à une condition qui n'est jamais assez reprise dans notre culture, d'en payer le prix. Oui, mais c'est déjà bien de se poser la question. Il y a un prix à payer. Et moi, je trouve que ce n'est pas suffisamment posé. Et souvent, enfin, je dis souvent que les personnes qui viennent, notamment pour arrêter de fumer, la plupart du temps, elles repartent avec la consigne d'aller acheter des cigarettes. Parce que je vois quelque chose qui ne me semble pas juste. Le prix à payer, c'est peut-être d'être dans un risque de décompensation ou de... Moi, c'est la dépendance relationnelle. Oui, même chose. Oui. Et je voulais juste clarifier par rapport aux étapes de la confiance à quelqu'un à qui je suis à la vie, ça, elles viennent de l'attachement. De l'attachement. C'est pour ça que je dis proximité, présence, permanence. Ces 3 mots, c'est ce qui va être le terreau qui va me permettre de savoir il y a quelqu'un pour moi, quoi qu'il arrive. Je peux l'appeler, je peux solliciter, je peux réclamer, je peux crier, je peux me brûler par... Il y a quelqu'un pour moi. Et qui est quelqu'un qui va me traiter comme un sujet. Hein, tu écris bien ça, Alice, tu soulignes. Sujet. Oui. Là. Et par rapport à, tu dis, celui qui veut arrêter de fumer, je lui conseille d'acheter un paquet de cigarettes pour pas passer tout de suite. Non. Non. Et là, je suis vraiment à la 3e étape, que le prix à payer n'a pas été... Enfin, soit il n'en a pas conscience, il se mettrait en risque de décompensation, par exemple, ou de troubles plus importants. Puisque au moment où il a choisi, bien sûr inconsciemment, cet objet de dépendance, il était dans un moment de fragilité. Ça a permis de passer quand même en force là. Mais ce sevrage peut le remettre en contact avec ce moment de grande vulnérabilité. Et que ça, beaucoup de médecins ne le voient pas. C'est comme si ça va vous faire du bien, vous allez fumer, vos poumons vont être allégés, je ne sais pas quoi. Mais je ne suis pas que des poumons. Je suis aussi toute une histoire avec des trous à l'âme, avec des blessures, avec des épines dans le cœur, avec des traumatismes que j'ai pu évacuer parce que c'était trop dur.
et que ça pourrait remonter à la surface avec un sevrage. Non, c'est parce que je pense, est-ce que tu as vu le film La prière? Oui, avec même la chose, drogue? bien sûr. Eh ben, il les laisse souffrir. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis pas que ça va se passer sans souffrance. Je voudrais que ça se passe sans violence. Je reviens à ça. C'est le prix à payer. Mais non, non, c'est ce que je suis en train de dire depuis 20h01. J'ai à permettre à la personne de voir que ce sevrage, par exemple, entre autres exemples, hein, bien sûr, c'est un risque de retrouver, de revivre, sans être prête à ça, quelque chose qui a été une rupture dans l'attachement. Et qu'elle a évité cette dégringolade ou cette mort symbolique grâce à la dépendance. Et que là, si elle est sevrée, elle pourrait retrouver ce précipice. Je ne vais pas lui dire arrêtez de fumer parce que comme ça vous allez moins tousser, alors qu'elle risque évidemment de moins tousser, mais elle risque de faire, quand je dis une décompensation, de revivre une dépression. Quelque chose de très très dur. Et on en voit des personnes qui font ça. Et qui serait Donc il faut qu'il soit accompagné. Qui serait bien plus grave que la cigarette, évidemment. Donc il faut qu'il soit accompagné. Pas seulement. Ou alors accompagné par quelqu'un qui serait bien conscient des 3 étapes et qui serait capable de donner la permission à cette personne, soit d'opérer le sevrage, soit de ne pas l'opérer et de se sentir bien avec les deux. La liberté du contraire. En fait, c'est pas un objectif. Non, c'est un moyen. C'est pas un objectif. Voilà. C'est Merci. plutôt de recréer l'attachement et peut-être de permettre le sevrage. C'est la cerise. Moi, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Et peut-être oui, et peut-être non. Mais cette dépendance indique que dans le tricot de la création de l'attachement, il y a eu une maille qui a filé. Et donc, effectivement, ça peut être, vous avez tout à fait raison, l'objectif c'est de recréer l'attachement pour permettre l'énergie, la santé, le mouvement, etc. Et peut-être encore avec des cigarettes. Bon, mais c'est pas ça. En plus, tu sais combien je suis contre toutes ces démarches qui consisteraient à supprimer le symptôme. Le symptôme, c'est comme le plâtre sur la fracture. Ça indique qu'il y a une fracture. Mais c'est pas parce que j'enlève le plâtre que la fracture est réparée. Je préfère réparer la fracture en gardant le plâtre plutôt que l'inverse. Ah, ça me parle beaucoup. Est-ce que le déficit d'attachement peut avoir lieu, enfin, est-ce qu'il a nécessairement lieu dans la petite enfance ou est-ce qu'il peut avoir lieu en ado, en 20 ans? Non, si ça a lieu adulte, c'est qu'il y a déjà quelque chose, une fissure dans la construction. Il y a déjà une maille qui a filé. Et quand même, on va dire que pour la plupart d'entre nous, il y a eu au moins 1, 2 ou 3 mailles qui ont filé. On peut se développer la dépendance à la cigarette à 25 ans, mais sur une fissure qui daterait de oui, bien plus jeune. Voilà. Qu'elle aurait lieu à l'instant où voilà. on commence. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Exactement comme les issues dramatiques de fuite, donc homicide, suicide, folie et maladie qui est courte et temps biologique, ce sont des choses qui peuvent se déclarer à n'importe quel âge, mais ça a toujours à voir avec ce qui s'est passé pendant les 2 premières années ou les 3 premières années de la vie. Une décision très archaïque, bien sûr inconsciente, bien sûr oubliée consciemment, mais qu'il y a quelque chose qui s'est fissuré à ce moment-là dans la construction de l'identité, de la sécurité et de l'aptitude à traverser un siècle de vie avec des aléas aussi. Autre question? Non. Alors, je poursuis. Donc, je reviens à ce qui me semblait aussi important. Donc, si, je vais revenir à sujet-objet. Si l'enfant, encore une fois, après de 0 à 99 ans, je ne vais pas le dire chaque fois, est traité comme un sujet, donc dans cet attachement, ça va lui permettre ensuite de prendre des risques. L'équivalent pour l'enfant qui a été traité comme un objet, c'est qu'il va se mettre en danger. Vous savez combien j'aime la distinction entre les deux. Et là, on va avoir tous les comportements ordaliques. Avec tout ce que ça suppose de lien avec aussi l'injonction n'existe pas, hein, qui est la pire des 15 injonctions qu'on voit en analyse transactionnelle. Donc, si l'enfant est traité comme un sujet, il va être lui-même donc en train de créer des expériences, de les accueillir et de sortir du familier et du jardin de curé pour explorer la savane. Donc là, on est vraiment du côté de la vie telle que je l'entends. Si l'enfant a été traité comme un objet, parce que nous avons été, non, avec des manipulations, du contrôle, de la séduction, enfin toutes ces choses que j'ai déjà énumérées tout à l'heure, on est dans quelque chose d'une mort.
quelque chose qui va s'étioler, enfin qui va s'éteindre plutôt. Ensuite, si j'ai été considérée comme un sujet, je vais faire l'expérience du plaisir, alors que dans le cas contraire, dans cette zone où j'ai été traitée comme un objet, et contrôlé, et séduit, patati patata, je vais faire l'expérience de l'angoisse qui colle à la peau. Si je suis du côté des expériences positives, je suis dans émotion, dans des choix aussi, toutes les expériences au sens les plus vastes. Donc. Et parce que je peux toujours m'appuyer sur cette sécurité qui a été construite pendant la première année. Donc des émotions, et quand j'ai des émotions, vous vous rappelez, j'espère, qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Toutes les émotions sont positives parce qu'elles sont toutes sources d'énergie. Il peut y avoir des émotions agréables ou désagréables, mais toutes les émotions sont positives. Et si vous rencontrez à l'occasion d'un livre le mot émotion négative, vous barrez dans le livre négatif. Je vous invite à le faire, par solidarité. Donc si je suis toujours du côté de la vie, du plaisir, je vais être capable, peu ou prou, d'accepter les frustrations sans lesquelles la vie est un enfer, évidemment. Je serai donc du côté de ce mot que j'ai remis dans plusieurs conférences, le désir, désir qui n'est pas le besoin, désir qui n'est pas l'emprise. Et je vais être capable de développer aussi, de faire la place à l'empathie, à l'amour, à l'autonomie aussi. Et puis bien sûr, aux mots qui sont importants, et la puissance, et le respect, qui va devenir quelque chose du terreau de tout ce que je vais construire par ailleurs. Mais aussi, si je suis de ce côté-là, toujours enfant, sujet, je vais être capable, on a vu déjà tout à l'heure, si vous croyez que je ne vois pas que vous êtes distrait, je vais être capable de vivre les séparations, je vais être capable de vivre les deuils, sans disparaître, sans mourir à la vie. Ça sera une épreuve de vie, une expérience, mais pas la fin du monde. Et à ce moment-là, la séparation, je la distingue de la rupture. La rupture, je suis déjà du côté de l'enfant traité comme un objet. Et donc, les deux mots que je veux dire toujours dans l'expérience d'avoir été traité comme un sujet, je suis capable de vivre de l'interdépendance. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas de la dépendance ou la codépendance, il y a l'interdépendance. Et c'est à ce moment-là que je dis, je reprends les mots que tu disais tout à l'heure aussi sur les liens, Marine, je crée des liens qui ne sont pas de la dépendance, et pour distinguer ces liens qui sont positifs et de l'interdépendance, ce que je mets pour l'enfant traité comme un objet, ça sera les ficelles, toutes les ficelles de la manipulation, de la marionnette et toutes ces choses-là. Donc je reviens à cet enfant traité comme un objet, donc j'en étais restée à l'angoisse. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas aussi fréquent, mais j'insiste beaucoup là-dessus, on va confondre le plaisir avec un autre mot qui est l'excitation. Le stress mis en place. Au lieu d'être dans cette intensité de vie, je vais me mettre soit dans des comportements à risque pour sentir les vibrations, pour être dans l'excitation, pour être dans la sécrétion d'adrénaline. Donc, est-ce que vous voyez la différence? Le stress comme source d'une vibration, donc le stress comme objet de dépendance. Ce sont les personnes qui vivent par la crise aussi, mais même jusqu'à la procrastination peut être aussi une façon d'être dans le stress de la crise, oui, le stress tout court. Voilà. Mais vous, quand vous parlez objet, excitation, moi ça me fait penser à tous ces gens qui chatouillent leurs enfants. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, jamais de chatouille aux enfants, bien sûr. Oui, une parenthèse, vous parlez de la procrastination comme étant mise en place quand on a été objet. Oui, enfin. Je le mets, oui. Et je me souviens aussi de vous avoir entendu dire réjouissons-nous de mais procrastiner. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est un outil. C'est vous tout à l'heure qui disiez, c'est un outil. J'ai intérêt, moi, à ce moment-là, à savoir que je peux bien sûr être dans la procrastination. Vous savez combien je veux réhabiliter ce talent que je n'ai pas assez. Sauf peut-être pour ma vaisselle, mais j'aimerais l'avoir pour des choses plus importantes. Et surtout pour prendre le contre-pied d'une culture qui blâme, parce que finalement ça dérange tout le monde et tout, voilà. Mais que ça n'a pas non plus à être la seule façon dont je vais vivre. Parce qu'à ce moment-là, ça devient systématique. Voilà. Mais de temps en temps, c'est rudement bien d'avoir cet outil dans ma boîte à outils. Et surtout, si je la confonds, ce qui sera vraiment du côté donc, du négatif, c'est le sabotage. Hein? Et donc le sabotage, c'est ce qui ressemble, ce qui ressemble à la procrastination.
Ah oui. Alors, je vois bien Ah bah, de toute souvent façon- procrastination dire c'est blocage, Mais- je pense. Mais c'est très clair, tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est le résultat. Si ça marche, c'était de la procrastination, si ça rate, c'était du sabotage. Oui, on ne peut pas le savoir avant d'avoir... Bah, tu peux pas. Et si le résultat... Si. Ah bon, vous êtes deux contre moi maintenant? Non, bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais- je le sens. Mais nous le sentons, nous savons bien. Et si le résultat est là, mais que j'en sors... Enfin, que le prix a été fort en fait pour avoir le résultat, c'est quand même de la Bah, procrastination. bien sûr. D'accord. C'est une histoire là de contrat de résultat, pas de contrat de moyens. Et c'est important à ce moment-là de les distinguer. Donc je continue avec cet enfant traité comme un objet. Donc excitation, stress comme un poison. Le stress peut être aussi un sel de la vie, hein, mais là ça serait comme un poison. Et là, ça crée de la codépendance. Je peux effectivement pâtir du stress de vivre avec quelqu'un qui est lui-même dépendant. C'est un mot vraiment important et qui a été quelquefois oublié par les psys. Ensuite, je ne vais plus être dans donc, la séparation qui est du côté donc, de tout ce que nous voyons ici et là, mais je vais être du côté du détachement, hein, cette partie qui prend la tangente, et je vais être dans ce mot terrible qui est le contrôle. Contrôle sur moi, contrôle sur l'autre, au lieu d'être dans la maîtrise de ce qui se passe. Enfant sujet va être dans la maîtrise, enfant objet va être dans le contrôle. Soit le supporter, soit l'imposer aux autres dans la manipulation. Et puis les mots calamiteux qui vont du même côté que l'enfant, donc comme objet, je vais avoir ce racket majeur dont vous entendez parler à peu près avec tous les prétextes des conférences, qui est le racket d'insatisfaction. Quoi qu'il arrive, ça ne va pas. Et je vais le faire payer aux autres. Hein, ce qui est, ça commence très tôt. J'ai 2 ans et demi, ma maman m'a fait des frites, et je vois que je pourrais me réjouir, dire maman merci d'avoir fait des frites. Non, je vois que j'ai plus de bénéfices, c'est-à-dire j'aime pas les frites. Bon alors maman qui a lu tout le Dolto, mais qui a oublié de voir quand même que je pouvais aussi jouer avec elle, va faire du riz. Ah non, j'aime pas le riz. Puis elle va me faire ensuite, qu'est-ce qu'elle peut te faire? Des pommes de terre à l'eau. Non, j'aime pas les pommes de terre. Et à ce moment-là, surtout à 2 ans, 2 ans et demi, qu'est-ce que je vois? J'avais du pouvoir sur maman. Quand je lui faisais un sourire, quand je lui faisais un cadeau, je lui faisais un joli dessin, etc. Mais j'ai encore plus de pouvoir à lui dire que j'aime pas. Et à rester sur le pot alors qu'elle est pressée. Et à ne pas lui donner ce que je veux, etc. Voilà. Et comment on lui donne pas ce pouvoir? Non, mais c'est une étape. C'est quand même quelque chose d'une jouissance incroyable. J'ai 2 ans, je vois que j'ai du pouvoir sur maman, je ne vais pas me priver de ça. Oui, mais simplement, nous, en tant que mère, on peut éviter de lui donner ce pouvoir. Non, je peux effectivement... Non, mais ça ne peut se jouer qu'à 2. Si moi, je ne rentre pas dans la manipulation, simplement... Donc ma question est comment nous n'y rentrons pas? Bah, si je fais le deuil de croire qu'il faut que je rende mon enfant heureux. Je t'ai fait des frites, Voilà, toujours satisfait, pour te faire plaisir, tu n'aimeras rien d'autre. Oui, oui, Tu surtout... mangeras quand on a envie. Voilà, c'est ça. Pas les frites que j'ai, Oui. les bonnes frites Oui, que j'ai faites. voilà. C'est pour ça que nous avons aussi intérêt à ne pas faire de la cervelle ou des épinards trop vite, parce que là, évidemment, il pourrait y avoir un peu de volonté de contrôler. Et donc, à partir du moment où je fais pommes de terre, riz et pâtes, je peux aussi me sentir légitime de dire, écoute, si tu n'es pas faim maintenant, c'est bien, mais voilà. Sans être dans la persécution, sans être dans le contrôle, sans être non plus dans le perfectage. Voilà. Donc, insatisfaction. Est-ce que tout le monde a bien souligné insatisfaction? Ben là, si j'ai été objet pour ma mère de mission de me rendre heureux. Enfin, si vraiment tu es ma maman et que tu veux me rendre heureuse, je vais bien sûr m'en donner un cœur joie, parce que c'est ma puissance, ma toute puissance d'enfant, là, insatisfait, va être proportionnelle à ta mission de me rendre heureuse. Hein, donc là, c'est là qu'on a... C'est là qu'on est dans un duo, on est dans un jeu, chique-chiquerage. Les deux sont dépendants. C'est ce que je dis. C'est la codépendance. C'est quand même la mère qui crée. C'est la codépendance. Et l'enfant, enfin, c'est quand même la mère qui crée au début, le premier... Bien sûr, l'enfant repère Et après, qu'il a un pouvoir potentiel à voir que ça va être non, et non, et non, enfin, c'est non, voilà. Et que, au lieu de voir, c'est bon, c'est non, c'est tout,
voir que ça met sa mère en difficulté et en danger de toute puissance. Donc qui va être tout puissant sur l'autre? Donc escalade. Ça escalade. Et c'est ce qu'on illustre, si tu me permets de l'utiliser, ta jolie pull, oui, comme ça. En tête avec ça. Ah oui, c'est ça, merci. Voilà. Hein, c'est ça. Le jeu qui se joue avec le bébé de 2 ans, c'est ça. J'aime pas les frites, j'aime pas les frites. Voilà, tu vois. Alors que sinon, dis-moi, tu n'aimes pas les frites? Voilà. Ok, voilà. Tu vois, et que c'est ça qui commence. Et il y a des personnes qui ne s'en remettent pas, qui ensuite, 40 ans, 60 ans, 80 ans, continuent à être dans le racket d'insatisfaction, qui est vraiment la porte ouverte aux jeux les plus gratifiants narcissiquement. Aliette, comment ça se fait qu'on ait plus de plaisir à finalement énerver sa mère qu'à juste la rendre contente? Parce que ça met des vibrations. Mais heureusement, non, mais juste que tout le monde soit content. Mais La rendre heureuse. attends, alors j'annonce un reset là. C'est que, parce que bien sûr tu vas avec ta voisine, alors tu m'écoutes pas. Ce qui est important, c'est que le point de départ, et tu le soulignais bien, c'est la mère qui a comme mission dans la vie, elle a arrêté tout ce qu'elle faisait par ailleurs, elle ne voit plus ses copines, etc. Sa mission, c'est de rendre sa fille Anaïs heureuse. Voilà. C'est son objectif de vie. C'est ça qu'elle va avoir fait. Donc l'enfant, il perd bien ça, parce qu'il voit bien qu'elle prend les choses contre elle, elle en fait une affaire personnelle. Tu vois, j'ai passé toute ma journée, effectivement, à faire des beignets aux pommes, et tout à coup, toi, tu les aimes pas. Tu vois bien que non seulement tu as plus de pouvoir à ne pas les aimer, mais qu'au fond, c'est aussi un gage de ta bonne santé. Parce que ça voudrait dire aussi que tu repartirais dans quelque chose d'incestuel, de vouloir me faire plaisir. Et quand même, il n'y a rien de pire. C'est quand même ça aussi pour l'enfant. Oui. Mais en fait, tout vient des parents. Attends, on va pas faire du... Je voyais l'enfant. C'est le point de départ, c'est celui-là. En fait, qu'il est juste à vouloir exister. Mais attends, parce que ça fait longtemps que c'est du confort, plaisir et pouvoir. Bah oui, un peu, je pensais que ça venait de moi. Et que... C'est important, c'est que... il y a un moment, faire plaisir aux parents devient suspect. Surtout si je n'ai pas la permission du contraire. Si je peux faire plaisir, mais que je vois bien que je peux déplaire et que ça ne va pas mettre ma mère sans dessus-dessous et que je vais juste être contrariée, etc. Et bon, et la vie continue, ça va. Il y a la place pour se séparer. Je peux faire plaisir et je peux déplaire. C'est bien. J'ai la permission du contraire. Si ma mère ne supporte pas que j'aime pas les beignets aux pommes, que j'aime pas ci, que j'aime pas ça, là, il y a une menace de comportement incestuel où elle me demande d'être dans mon désir, et que là, il n'y a rien de pire que ça, puisque tu l'entends, donc je dis non, voilà. Et que par sursaut de santé, tu dis non. Mais que s'il n'y a que ça aussi, tu t'inscris dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le plaisir, qui a à voir avec le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Le pouvoir, pour me protéger de ma mère, d'élaborer ce racket d'insatisfaction dont je risque de faire ensuite quelque chose d'organisateur de mes relations, non seulement avec elle, mais avec les autres. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui. D'accord. Alors, donc, soit il y a donc ce racket d'insatisfaction, soit, et c'est pas mieux, c'est ce que je viens de dire, il y a la fusion qui peut conduire jusqu'à quelque chose d'incestuel. Et qu'on retrouve évidemment dans des pathologies d'anorexie, de boulimie, c'est ça qui se passe. Plutôt mourir de faim que d'entrer dans le désir de ma mère qui compte les petits pois dans mon assiette. C'est ça. Tu dis qu'en tant qu'enfant, tu rentres forcément dedans? Non. Imaginons, je suis pas sûre. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit. Non, d'accord. Peut-être que j'ai pas tout compris. Bah non, si tu m'écoutes pas. Non, mais imaginons, j'ai 5 ans et j'ai cette conscience de me dire que ma mère, elle est en train juste de me créer une dépendance. Enfin, que elle est dépendante elle crée la dépendance. Non, c'est pas ça que se dit l'enfant de 5 ans. Non, mais... J'ai du pouvoir sur maman. Oui, mais imaginons que... Non, mais... Parce que c'est trop cérébral, ça. C'est pas assez viscéral. Reprends, je t'ai interrompu. Parce qu'en tant qu'adulte, si j'ai conscience de ça, je me dis comment j'en sors, mais imaginons qu'un enfant de 5 ans se rende compte de ça. Comment il fait pour pas rentrer? Oh là 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 là. Et mes 3 étapes. Identifier, donner du sens, et ensuite sortir de là. Tu vas sauter à pieds joints. Non, mais il y a un truc. Parce qu'en tant qu'enfant, je sens une dépendance, donc une double dépendance.
je sens une manipulation, enfin, une mutualité dans cette dépendance. C'est ce que je viens d'illustrer avec toi, Anaïs. Oui, surtout l'enfant, il a le pouvoir de se protéger de la fusion incestuelle en posant son nom. Et après, il sent le pouvoir que ça donne ou pas sur sa mère. Oui, c'est ça. C'est ça. Toute la vraie mission d'un parent, c'est pas de rendre ses enfants heureux, c'est d'opérer quelque chose qui est la séparation. Le but de l'éducation, qui n'est pas dressage, c'est la séparation. Quelque chose qui a à voir avec l'autonomie, qui a à voir quelles que soient les modalités, mais l'enfant peut être dans son désir à lui sans être parasité par les projections, les analogies, etc. etc. Donc, l'enfant va être de ce côté-là, bien sûr, de se séparer, mais il peut y avoir des pannes au sens soit trop de fusion, soit au contraire trop de détachement. Mais l'enfant va, à défaut d'être dans cette gratification énergique de l'attachement, va vouloir avoir du pouvoir, évidemment. Surtout si, en face de lui, il a des parents qui veulent le contrôler. C'est pour ça que je mets ça du côté enfant-objet. Si ma mère veut me faire obéir et veut me contrôler, je vais évidemment élaborer un contre-pouvoir. Et à ce moment-là, je vais repérer ce qui est vulnérable chez elle, et je vais bien sûr m'en emparer. Si je vois qu'elle ne supporte pas que je lui dise non, je vais élaborer ça comme une stratégie de survie. Donc cette raquette d'insatisfaction est quand même une stratégie de survie à un moment. Oui, mais comme pour tout. J'ai vu que être insatisfaite me donnait du pouvoir. Après, je peux rester là-dedans sans me donner la permission d'être satisfaite, qui est la permission du contraire. Il y a toujours ça, toujours cette dynamique de la permission du contraire. Dire non, parce que je peux dire oui. Le racket d'insatisfaction, je suis dans l'obligation de dire non. Est-ce que tu m'entends, Anaïs? Je n'ai pas la permission de dire oui, j'aime les beignets aux pommes. J'ai juste l'obligation de dire non, pour avoir ce pouvoir. Je suis dans la compulsion de contrôle. Et aussi pour me défendre du contrôle de ma mère. Oui, c'est ça. D'accord. Et une question, alors peut-être ça... Je peux encore poser une question? Oui, oui, bien sûr. Peut-être je vais te faire répéter, mais... c'est mon destin. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux enfants qui ont grandi là et qu'il y en a un qui décide de partir tôt par exemple et l'autre il décide de rester dans une forme de dépendance? Quelle est la différence? Est-ce que tu serais dans la croyance que pour ces deux enfants, les parents sont les mêmes? Ça peut être toujours Jeanne et Paul, mais ce sont bien sûr des parents différents. Pourquoi? Parce que les enfants sont d'un ordre dans la fratrie, parce qu'ils sont arrivés à un moment de deuil, et c'est jamais pareil. Mais quand on rencontre ses frères et sœurs, et qu'on parle des parents, ah bon? C'est comme tu l'as vu comme ça? Ah ben moi jamais comme ça. Ah bon, il t'a dit ça? Quoi? Il t'a dit... Enfin, nous n'avons jamais les mêmes parents. C'est peut-être d'autant plus vrai que l'écart est grand, non? Non. Ah, merci. Et puis ça dépend du sexe, ça dépend de si mon parent est le troisième et que je suis le troisième, il y a quelque chose qui va se créer. Et puis il y a l'attribution d'un enfant à un parent, le deuxième à l'autre enfant, et le troisième enfant, c'est l'enfant du couple. Voilà. Et tout ça, ça joue, évidemment. Et le quatrième? On recommence. Bah, c'est le triangle magique. Hein, c'est le triangle magique. Ah, c'est vrai. Et la double permission, c'est ce qui nous permet de sortir de la quête d'insatisfaction après. Oui, d'avoir la permission. Bah, ça nous, Aussi, ça aimer nous les permet de sortir de plein de pièges. Je peux me sentir séparée de ma mère quand je pourrais faire ce qu'elle veut. Voilà, lui faire plaisir sans sentir que tu es réquisitionné dans son désir à elle. Mais tu peux aussi faire l'exercice en le considérant comme un exercice. Tu vois? Sans avoir forcément oui. Oui. Que se dire, aujourd'hui, en effet, je sais que je vais lui faire plaisir, mais je le fais quand même. Et ça fait un exercice, et puis du coup, tu le refais une deuxième fois, puis après, tu le fais encore moins, et après, ça marche. Et c'est la liberté. C'est d'autant plus vrai que de réussir à faire plaisir sans me sentir dans son désir ou contrôler par. Mais c'est toute la question. Oui, mais il faut quand même, je trouve, faire le premier pas. Oui, parce qu'en fait, je trouve que plus tu es dans la résistance, plus ça tend, et plus c'est chiant. J'ai l'impression d'avoir une réaction sur ça. Tant mieux. J'en bonne voix là. Tu vas essayer là, si tu veux. Du côté des ficelles dont je parlais, encore 4 mots. Bien sûr le mot emprise. Je ne peux pas être victime d'emprise si je n'ai été déjà considérée comme un enfant objet. Ça revient à toute la question. Je vois qu'il y en a qui se stressent ou peut-être qu'elles ont eu un insight. Maintenant, elles n'écoutent plus la maîtresse. Bon. C'est que l'emprise est toujours liée à une expérience.
De dépendance. Oui, heureusement vous êtes là. Oui. Hein, il n'y a pas de possibilité d'emprise s'il n'y a pas eu une expérience de honte pendant les 3 premières années d'humiliation. Donc, c'est... Oh non, je dis à peu près 1 fois par semaine. Emprise. Aliénation, c'est que je deviens autre, hein, donc quelque chose qui me fait quitter cette identité que je construis. Inhibition, attends, je termine juste mes 4 mots. Inhibition et bien sûr sentiment d'impuissance, qui peut être toute puissance, impuissance, alors qu'enfant sujet, il est dans la puissance. Je t'écoute. Je ne comprends pas le lien entre une possibilité d'emprise avec l'expérience de la honte. Ah ben, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à savoir que c'est... Non, mais personne ne le dit, et que c'est pour moi, c'est une évidence. C'est ce qui me fait être en désaccord avec des Marie-France Irigoyen et toutes les personnes qui ont travaillé sur perversité, perversion, etc. C'est qu'elles parlent, toutes ces personnes parlent du lien qu'il y a entre culpabilité et emprise. Et moi, je dis non. C'est que la culpabilité peut avoir été introduite dans l'histoire des personnes pour éviter de sentir ce qui est le plus douloureux, le plus difficile, le plus archaïque dans notre histoire, qui est une expérience de honte. Si je traite mes expériences de honte, je deviens étanche aux tentatives de manipulation, de séduction, de contrôle et d'emprise. Toute emprise, personne qui est devenue la proie de quelqu'un, est quelqu'un qui est encore à vif, même si elle n'a pas conscience, en contact avec une expérience de honte, d'humiliation. Je ne remettrai plus jamais ça en question. Je le vérifie, depuis que j'ai découvert ça, je le vérifie tous les jours. Okay. Et quand je fais la conférence sur la honte, je dis bien que une façon, il y a 1001 façons d'éviter de sentir cette chose qui a été la plus douloureuse, la plus ravageuse dans notre histoire, c'est d'être dans une dynamique de culpabilité, d'être dans la délinquance, d'être dans des choses pas bien, etc. Parce que c'est avouable, la culpabilité, alors que la honte ne l'est pas. Et je préfère évidemment passer devant un tribunal, être accusé, m'accuser de certaines choses, parce que je reste encore dans la société, dans le social, alors que la honte me fait vivre quelque chose d'une sortie de l'humain, de l'humanité. Et que je préfère évidemment prendre beaucoup de risques et être sanctionnée, parce qu'au moins là, je suis avec les autres. La honte me fait sortir de ça. Je ne suis plus avec les autres, j'ai envie de disparaître. Et ça vient bien sûr alimenter l'injonction dont je parle depuis le début, qui est le n'existe pas. Donc s'il y a eu ce n'existe pas à la naissance, et qu'il y a eu ensuite, entre 18 mois et 2 ans et demi, des expériences d'humiliation, il y a quelque chose qui a vraiment créé une grande vulnérabilité, un trou dans l'âme, et que la personne, le prédateur va tout de suite repérer ça, et va me choisir, évidemment, va m'élire entre plein de gens, comme la personne la plus vulnérable et la personne qui va pouvoir avaler. Est-ce que je peux avoir un exemple entre 0 et 18 mois d'humiliation? Oui, d'avoir fait pipi au lit, ou d'avoir eu une fuite, une panne, voilà, quelque chose qui touche souvent le corps, qui touche quelque chose qui crée la dignité, tu vois, voilà, j'ai été vue alors je ne voulais pas être vue, j'ai dit quelque chose je ne devais pas, enfin, toutes ces choses. Il y a une grande vulnérabilité entre 18 mois et 2 ans, 2 ans et demi. Ça peut se passer après, ça peut se passer avant, mais c'est une zone où on est très vulnérable aux moqueries, par exemple. Bon, moi j'ai bien sûr croisé toutes les positions de vie avec chacune des 5 blessures, mais ça c'est un autre travail. Vous pouvez dire si je traite une expérience de honte, je me libère ou je... Non, je deviens étanche aux tentatives de manipulation. D'ailleurs, le prédateur, l'ogre, ne va plus me voir. Il ne va pas me voir. Il va trouver d'autres victimes qui, elles, ont encore cette blessure profonde d'humiliation, de honte. Et ça aussi, ça se traite? Non. Solange, oui, mais ça me paraît... Mais bien sûr, c'est ce que nous faisons tous les jours. Oui. Moi, je comprends. Et pour se souvenir... Pas ça tous les lundis, en fait. Mais non, mais là, moi, j'ai un boulevard qui m'attend. Mais je peux te demande à la première fois. Oui, parce que je peux te dire que c'est pas la première fois que je le dis, vraiment.
la main sur la conscience. Agnès, moi j'aime bien ça, c'est qu'en fait il y a des choses qu'on peut entendre que quand on a franchi une certaine... Bien sûr, bien Quand sûr. on était trop dans les sous-sols, dans je sais pas quoi. Bien sûr, quand Ça m'encourage. Oui, les moqueries aussi qu'on a pu avoir adolescents, etc. C'est aussi quelque chose qui oui, nous a parce qu'à l'adolescence, on revit quelque chose de la vulnérabilité des 2 ans, c'est vrai. Mais pour se souvenir à 2 ans. Non, c'est pas nécessaire de se souvenir. Non. Et alors, oui, Parce que si tu dis ça, Nathalie, Pour, si tu dis ça, tu confonds, et c'est bien parce que ça me permet de le redire, tu confonds, ce que nous faisons trop par mimétisme, l'objet de la honte et l'expérience de la honte. J'ai pas besoin de me souvenir qui s'est moqué de moi. J'ai juste besoin de faire l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui reste blessé comme une épine dans le cœur et que ça me suffit pour travailler cette honte et cette humiliation. D'accord. J'ai pas besoin de retrouver l'objet. Si je retrouve, c'est bien. Et si je ne retrouve pas, c'est bien aussi. Et on peut travailler la honte et l'humiliation à travers les cris, c'est ça? Oui. Les cris, les larmes, enfin tout ce que nous mettons en place. Est-ce qu'il faut dire 2 mots sur la différence quand même entre honte et la culpabilité, parce que vous allez dire quelque chose. Non, parce que là c'est la nuit, on y passe. Non, la honte, ça touche l'estime de moi, qui je suis. La culpabilité, ça touche la confiance en moi, ce que je fais. Ça, 30 secondes. Voilà. Ok. Alors, Je peux dire ce que vous disiez au tout début sur le lien entre l'un de vos tableaux et non, le n'existe pas, enfin l'injonction n'existe pas. Après, il y a les autres, ne sois pas en bonne santé, ne parle pas, ne réussis pas, ne me dépasse pas, etc. Ça fait une sorte de terreau sur laquelle vont s'inscrire, ça, notamment l'attachement. Mais ça, c'est... L'humiliation, ça touche les... Oui, la honte, ça touche qui je suis. Et donc, c'est une blessure quant à l'estime de moi, ce noyau dur. Alors que la culpabilité, ça touche la confiance en moi, sur ce que je fais. C'est pas qui je suis, mais ce que je fais, ou ce que j'ai fait. Je propose de boucler là. Attendez, je vais voir si j'ai dit quelque chose que je voulais... Voilà, je vais juste conclure. Je vais arrêter la conférence et après, je vous invite à prendre un autre temps, hors conférence, pour un travail que je vais vous proposer. Donc, si je redis que traumatisme... Oh oui, il y en a qui bavardent au fond de la classe. Oui. Le traumatisme de la naissance fait que j'ai besoin de cette sécurité, de l'ordre, régularité, permanence. Si j'ai pu créer ça, je peux me permettre de sortir du familier, de sortir de mon jardin de curé et d'être dans quelque chose qui va me bouleverser. Voilà, ça sera ma conclusion. Je vous remercie de votre attention. Bravo. Bon, vous n'êtes dispensé ni, je vous remercie Pierre, à toi.